Ok, bien, donc bienvenue à vous tous déjà dans ce module de ce soir. Donc nous allons démarrer la séance de ce soir. Je vais essayer de partager mon écran très vite et puis on va y aller. Ok. Donc la dernière fois, je pense il y a 2 jours, on s'était un peu concentré sur l'interface. On a essayé de voir un peu quelles sont les différentes parties du logiciel, quelles sont les différentes fonctionnalités dont on peut disposer sur le logiciel. On a parlé un peu de la saisie de données, un peu de la saisie incrémentée. On a parlé un peu de la mise en forme de tableau en utilisant les outils du groupe Police, par exemple, la notion d'alignement, la fusion de cellules, etc. Donc, on a parcouru quand même légèrement un peu les basiques, je dirais les grandes lignes qui permettront de pouvoir déjà saisir de l'information dans Excel et de le mettre en forme simplement, c'est-à-dire pour avoir une meilleure lecture. Par exemple, au début, nous avions un tableau qui était complètement brut. Nous avons vu qu'on pouvait le mettre en forme légèrement, peut-être en mettant les entêtes sous un format différent, en essayant de gérer le format. On avait vu aussi le format des données, notamment le format date, le format numérique, euh, et le format personnalisé, le format monétaire, d'autres types de formats aussi qui pourraient être gérés à partir du groupe nombre qui est là. On a aussi vu le format personnalisé dans lequel on pourrait ajouter, par exemple, une expression spéciale, OK, à un chiffre donné ou bien je dirais, à une valeur donnée. Par exemple, ici, si je voudrais, par exemple, dans la colonne F, au lieu d'afficher 1, 2, 3, peut-être je vais faire un affichage beaucoup plus intéressant. Je vais mettre une vente ou bien une unité, 2 unités ou bien une vente, 2 ventes, 3 ventes, etc. Je pourrais le faire en faisant, je pense qu'on a vu la fois passée, un format personnalisé qu'on va essayer maintenant d'éditer et de mettre en forme comme il le faut. OK? Je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, les vidéos qui ont été enregistrées permettront de revoir comment ça se passe à chaque fois. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer un peu plus et entrer dans comment on appelle le traitement de données en quelque sorte sous Excel et la préparation de vos données pour l'analyse. Donc, c'est vrai que on avait dit de la séance dernière que Excel, c'est un outil, c'est un logiciel de traitement et d'analyse de données. OK? C'est un logiciel de traitement et d'analyse de données. Donc, lorsque nous avons nos données sur Excel, la première étape serait de s'assurer qu'ils sont conformes et qu'ils sont prêts pour être traités et pour être analysés conformément. Donc, nous allons voir rapidement quelques outils de s'assurer que nos données seront intègres et de les traiter afin de les préparer pour l'analyse. Nous allons voir ensuite quelques outils simples d'analyse de données déjà. Et éventuellement, si nous avons un peu plus de temps, nous allons voir comment est-ce qu'on peut préparer, je dirais, le processus d'analyse en lui-même. Parce que l'analyse de données, il faut que nous sachions en quoi ça consiste et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir faire une analyse de données intéressante à partir de nos données. Donc, très rapidement, la première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est la notion de validation de données. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est la notion de validation de données. Je vais écrire ça juste ici. OK? Donc, c'est la notion de validation de données qui est une notion très, très en relation avec la saisie de données. Une fois, on a vu la saisie de données, comment mettre en forme un tableau brut, etc. La validation de données, ça intervient lorsque nous voulons nous assurer que la saisie de données se passe très bien. Donc, nous allons valider, par exemple, le type de données qui sera enregistré dans un type de cellule donnée ou bien dans un type de variable donnée, etc. Donc, c'est très important la validation de données pour nous éviter déjà de faire des erreurs ou éviter que nous ayons des données aberrantes dans notre fichier, nous éviter que nous ayons ce qu'on appelle des outliers, des données qui sortent, je dirais, de valeurs habituelles. Par exemple, si nous sommes en train d'enregistrer les âges des individus, par exemple, il faut que nous puissions nous assurer que quelqu'un ne va pas venir mettre 2,5 comme âge d'un individu parce que ce n'est pas possible d'avoir 2, âge. Les âges doivent être des nombres entiers, par exemple. Si on est en train d'enregistrer, je dirais, le chiffre d'affaires, on ne va pas permettre que quelqu'un vienne écrire du texte à cette partie-là, parce que le chiffre d'affaires doit être une valeur numérique, par exemple, etc. Si on est en train d'enregistrer le nom des individus, on ne va pas permettre que quelqu'un vienne mettre des chiffres là, parce que le nom doit être un texte, donc une chaîne de caractères en quelque sorte. Donc, c'est ce que nous allons vérifier par la validation de données. Nous allons voir comment est-ce que peut valider des données sur Excel. Donc, pour le faire, il faut aller dans l'onglet données, je pense. Voilà, donc pour le faire, il faut que nous sachions déjà quel type de données nous voulons enregistrer. Je vais prendre un exemple simple. OK? Donc, je vais venir ici, peut-être créer une colonne. J'ai déjà une petite feuille ici
avec un use case simple. OK? Donc là, j'ai juste préparé comme une petite liste d'étudiants qu'on était en train de... Supposons qu'on est en train d'établir une liste d'individus. OK? Donc, je vais essayer rapidement de mettre légèrement en forme comme ceci. OK. OK. Donc, supposons qu'on est en train de vouloir remplir cette liste-là. Donc, on a déjà le nom, le prénom des individus et qu'on veut mettre leur âge. Donc, peut-être qu'on a demandé à notre assistante ou bien on a demandé à notre secrétaire de remplir l'âge des individus en regardant sur peut-être le fichier de client, etc. Maintenant, pour s'assurer qu'elle ne va pas se tromper ou bien elle ne va pas se tromper pour mettre une autre valeur à la place de l'âge, on va faire ce qu'on appelle la validation de données pour s'assurer que dans cette colonne âge-là, elle va mettre que des valeurs entières qui sont positives et qui sont peut-être entre 15 ou bien entre 18 et 60 ans. Si nous savons que nos clients sont des personnes qui sont âgées de plus de 18 ans, donc pour éviter qu'on mette des âges inférieurs à 18, on doit contrôler que l'âge ici doit contenir des valeurs entre 18 et peut-être 45 ans ou 65 ans ou 70 ans, etc. Donc là, nous allons sélectionner par exemple la colonne, pardon, je vais prendre l'endroit, la plage sur laquelle les données vont être saisies. Donc, je sélectionne ça. Donc, pour sélectionner, je peux faire avec clic gauche enfoncé, je bouge la souris pour sélectionner l'endroit que je veux sélectionner. Soit je peux venir sur la première cellule, je fais Shift et puis direction vers le bas. OK, je pense qu'on a vu un peu. En tout cas, il y aura un petit fichier de raccourci après qui vous sera mis en PJ pour cette vidéo-là, pour permettre de savoir quelques petits raccourcis pour manipuler rapidement les données sur Excel. Donc, je sélectionne l'endroit où on va saisir les âges. Je pars dans Données. Je viens ici dans le groupe Outils de données. Donc, c'est là que nous avons la validation de données qui est en bas ici. Validation de données, nous allons cliquer dessus et on pourra faire validation de données. Donc, nous allons voir qu'il y a plusieurs options de validation de données ici, dans l'option autorisée. Donc, par défaut, Excel autorise tout type de données dans toute cellule. C'est-à-dire que ça peut être numérique, texte, date, etc. Tout. Donc, c'est à nous maintenant, on va essayer de contrôler ce qui va être mis dans cette cellule-là, parce qu'on ne veut pas que ce soit des dates, que ce soit des heures, que ce soit du texte ou bien des nombres avec décimètre. Ça, c'est l'âge que nous voulons mettre. On veut que ce soit des nombres entiers. Un nombre entier, c'est des nombres comme 0, 1, 2, 3, 20, 30, 50, etc. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, dans le diagramme Excel, nous voulons des nombres entiers. Excel va nous dire maintenant, compris entre. Donc, nous avons diverses options. Donc, on ne va pas tout parcourir ici. Donc, l'idée, c'est de vous introduire à comment ça fonctionne. Et selon le use case que vous aurez, selon le besoin que vous aurez, vous pourrez voir, attends, la validation que je veux faire, ce sont des valeurs comprises en tel ou non comprises en tel ou égales à tel ou différentes de tel, etc. Donc, selon le contexte, vous aurez besoin de choisir une option donnée. Donc, pour nous, ça va être comprise en, disons, 18 ans et 45 ans. Donc, supposons simplement que nos individus, nos clients doivent avoir un âge compris en 18 ans et quand ça doit mettre minimum ici, 18 ans, maximum 45 ans. OK? Donc, ici, il dit ignorer si vide. Donc, lorsque ce n'est pas renseigné, ce n'est pas grave. Mais lorsque c'est renseigné, il faut absolument que ça respecte ces conditions-là. Donc, ça va, après avoir choisi cela, nombre entier, compris en 18 et 45, on va faire OK. Donc, désormais, quand je vais vouloir saisir dans cette cellule-là, je mets 20, ça va passer parce que 20 est bien compris en 18 et 45. 12, ça ne va pas passer. Ça va me dire la valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données sur cette cellule. Je ferme. Donc, vous voyez, ça ne me permet pas de saisir une valeur qui n'est pas comprise entre 18 et 45. Quand je vais mettre 65, ça va refuser également. Et quand je vais mettre 30, ça va passer parce que cette 30 est compris entre 18 et 45, 34 également. Donc, tout à l'heure, nous voyons que quand je mets une valeur qui n'est pas bonne, ça m'envoie un message d'erreur, cette valeur n'est pas comprise, restriction de validation, etc. Mais il est possible que nous puissions contrôler un peu le message qui est envoyé à celui qui saisit. Parce que ce message qui est écrit ne dit pas à celui qui saisit, par exemple, que la valeur doit être comprise entre 18 et 45 ans. Donc, nous allons aller modifier un peu nos règles de validation et essayer d'améliorer le message qui est affiché. Okay? Donc, vous voyez là, on a paramétré la validation de données. Donc, le nombre doit être un entier compris entre 18 et 45. Nous allons maintenant venir dans ce qu'on appelle message de saisie et alerte d'erreur. Okay? L'alerte d'erreur, c'est ce qui va s'afficher lorsque la personne va se tromper, va mettre une valeur non valide. Okay? Donc, je vais venir d'abord dans le message de saisie. Le message de saisie, c'est un message qui va s'afficher à partir du moment où la personne sélectionne
la case dans laquelle il va saisir. Ça peut être un message pour l'orienter, pour dire attention, dans cette cellule, nous recevons que des valeurs comprises entre 18 et 45. OK? Donc, on peut mettre ici, par exemple, attention. Et je vais mettre ici, l'âge doit être comprise. OK? Donc, c'est simplement comme si vous parlez à quelqu'un, l'âge doit être compris entre 18 et 45 ans. OK? Exclamation si on veut. Donc, ça, c'est le message qui va s'afficher lorsqu'il va sélectionner une cellule qui contient un critère de validation de données. Donc, je viens ici, je vais continuer en même temps avec le message. Maintenant, si malgré ça, il saisit une valeur erronée, nous allons mettre stop ou avertissement ou information. Donc, ça, c'est le symbole que nous allons lui afficher qui est indépendant. Quand il va faire avertissement, ça va être un autre symbole. Donc, je peux mettre avertissement. Oui. Donc, titre, ici, je vais dire erreur si on veut. Donc, erreur, valeur non comprise entre 18 et 45 ans. OK. Après, donc, ce qui est fait, on a d'abord, dans un premier temps, fixé les règles. OK. Dans un second temps, on a mis un message de saisie, c'est-à-dire qui va s'afficher quand il va sélectionner la cellule. Et dans un même temps, on a mis un message d'erreur lorsque la saisie n'est pas bonne. On va faire OK. Donc, voilà, désormais, quand je sélectionne une des colonnes qui est là, on a un message qui s'affiche pour nous dire attention, l'âge doit être compris entre 18 et 45 ans. Pas de défaut, quand je viens là, ça va mettre ça. Mais quand je sors, il ne l'affiche plus de toute façon. Donc, quand je vois ce message que malgré ça, je mets 48 ans, maintenant il va me dire erreur, valeur non comprise entre 18 et 45 ans. Voulez-vous continuer quand même? Donc, si la personne est sûre que cette valeur est correcte, il va dire oui et continuer. Sinon, il va dire non et il va ressaisir. Tu m'avais dit non parce que ce n'est pas la bonne valeur de toute façon. On va mettre 23, c'est compris en 18 et 45, ça va passer sans poser de problème. Mais quand c'est vide, ça ne pose pas d'ennui parce que c'est ce que j'ai dit ici. Si n'est pas saisi, ce n'est pas grave. Mais si ça va être saisi, il faut absolument que ça vérifie les règles. Donc 200, il dit que attention, ce n'est pas compris entre 18 et 45 ans. Continuer, si je veux, je dis oui, je dis non. Allez, 34. J'ai dit à mes 34 ans deux fois, 28 ans. Et ici, 12, non, 12 ans n'est pas bon aussi. OK. Quoi d'autre? 31 ans. Et ici, 19 ans et 23 ans. OK. Supposons qu'on a rempli les cette validation est possible pour tout type de données. OK. Donc, supposons que je vais mettre autre chose, juste à titre d'exemple, une date. OK. Donc, date de naissance, par exemple. Et maintenant, le besoin va dépendre de votre contexte vraiment. Donc, quel que soit le type de données que vous voulez saisir, vous allez toujours trouver un moyen d'appliquer de la validation de données, OK, pour pouvoir vous assurer que ce qui est saisi correspond bien à ce que vous voulez. Donc, la date, par exemple, ça va être une date. Je pense que nous voulons mettre une date. Donc, comprise entre. Donc, ça peut être peut-être, nous voulons saisir les ventes ou bien nous voulons saisir les informations du mois de décembre. Donc, on peut dire compris entre le 1er décembre 2023, pardon, 2022 et le 31 décembre 2022. Donc, lorsque la date sort de ce créneau-là, on va savoir que, attention, ce que tu saisis, ce sont les ventes ou les commandes qui ont été passées dans ce mois-là. Donc, si ça sort de ce mois-là, attention, est-ce que tu es sûr? À partir de là, on pourra valider nos données. Donc, validation de données, pardon. Donc, compris entre, par exemple, ici, je vais mettre peut-être le premier je pense que c'est le mois qui vient en premier. Le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2023. Vous avez mis le 12 janvier 2023. Oui, pour mon Excel, c'est le mois qui vient en premier. Donc, ça fait décembre. Ah, ok, d'accord. Donc, le 1er décembre. Donc, je vais faire ça, puis je vais mettre un message de saisie pour dire bon, on se dit à ce qu'on va mettre, info, peut-être si on veut, info, non, mais saisie, les ventes de décembre. OK. Et ici, si c'est une erreur, mettre alerte, je vais mettre stop, date incorrect.
juste comme ça, mettre OK. Donc, saisir les ventes de décembre et la date de décembre. Le message, on va l'adapter après pour qu'il soit vraiment très sûr. Donc, supposons que le gars met 11 03 2022, date incorrecte. OK? Annulé. Donc, s'il met par contre décembre, pardon, le 12 décembre 2023, ça va passer. Ouais, donc, ça peut s'appliquer à tout type de données. Et voilà. Donc, nous allons voir maintenant comment on peut faire de la version de données avancée. Je vais essayer d'accélérer pour qu'on puisse aller très rapidement. Donc, supposons par exemple que ces dates-là sont dynamiques dans mobile. Peut-être que cette fois-ci, on voudrait peut-être saisir les informations de janvier et peut-être la semaine prochaine, on veut saisir les informations de février, etc. Donc, au lieu de faire de façon manuelle, de façon manuelle dans ma base de saisie, d'écrire les dates là, on va décrire ici 12, par exemple, 1er décembre au 31 décembre. Je peux décider d'écrire quelque part dans mon fichier Excel ces dates-là, c'est-à-dire date de début, date de fin. Je fais ça juste à côté ici, mais ça peut être fait de façon plus intéressante sur une autre feuille carrément qui va contenir nos métadonnées, puis on va l'utiliser après. Donc, on va mettre juste comme c'est à titre d'exemple. Aujourd'hui, on met ça juste à date début, date fin. OK? Et je vais saisir ici le 1er décembre 2023 et ici le 31 décembre 2023. OK? Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais dans ma base de données, au lieu de saisir les informations, je viendrai dire ici la date de début. Je vais prendre dans cette petite flèche-là et dire c'est la valeur qui se trouve ici. OK? Je vais faire F4 pour la bloquer. Et on va voir tout à l'heure ce que ça fait le F4, notion de référence cellule. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je vais venir date de fin. Je vais prendre la date de fin pour que vous puissiez voir. Voilà. Je prends la date de fin, la date de fin que je vais bloquer aussi. On va dire OK. Donc, désormais, vous voyez là, la date de début, c'est une valeur qui se trouve dans mon fichier. La date de fin, c'est une valeur qui se trouve dans mon fichier. Je vais faire OK. Donc, le truc là, c'est que, bon, là, quand ça valide, c'est bon. Je vais faire le 25 décembre, par exemple, ça va valider, donc ça ne fait pas de souci. OK. Maintenant, supposons maintenant que la date a changé. Je viens ici, je vais changer juste ici. C'est peut-être entre le 15 décembre et le 20 décembre seulement que je voudrais. Okay, donc, je change juste mes dates de début et fin ici. Désormais, celui qui va mettre ici 8 décembre, il aura des erreurs. Je vais mettre 8 décembre 2023. Il aura des erreurs. Parce que automatiquement, quand il est mis à jour ici, les dates de début et de fin, la formule s'est tout de suite mise à jour parce qu'on avait renseigné dedans des valeurs qui dépendent de l'information qui se trouve dans une autre cellule donnée. Donc, c'est une façon, par exemple, de gérer la validation de données, mais qui est dynamique. Donc, on sait que nos bornes vont changer dans le temps. On va essayer de les utiliser comme des références. Et à chaque fois que ça change, au lieu d'aller modifier notre règle ici, la règle reste la même, mais on va juste venir ici modifier date de début, date de fin. Supposons que désormais, ça va être en janvier. En janvier, février, même si on veut. Supposons janvier et le 15 février. Donc, celui qui va écrire ici désormais le 31 janvier, il devait passer. De 2023, ça va passer. Mais celui qui va mettre ici le 25 février, il ne va pas passer parce que ça ne correspond plus aux nouvelles limites que j'ai appliquées. Donc, voilà un peu la notion de validation de données. Ça peut s'utiliser dans n'importe quel contexte et c'est très, très utile, surtout quand vous faites de la saisie. Quand quelqu'un fait la saisie pour vous, que vous voulez vous assurer qu'il n'y aura pas des erreurs à l'intérieur pour je dirais, porter atteinte à vos analyses a posteriori. Donc, voilà un peu la notion de validation de données. Et je vais profiter pour décaler en même temps sur la notion de référence de cellule parce qu'on l'a utilisé tout à l'heure pour la validation de données. Donc, j'en parlais tout de suite quand on était ici. Ça, les K1, K2 avec les dollars et tout. Donc, c'est ce qu'on appelle les références de cellules. Dans Excel, chaque cellule a ce qu'on appelle un identifiant ou bien une référence donnée qui permet à Excel de savoir que c'est à tel endroit que ça se trouve. Donc, pour comprendre ça simplement, sachez que chaque cellule est identifiée par l'indice de la colonne sur laquelle on se trouve et le numéro de la ligne sur laquelle on se trouve. Donc, les colonnes, c'est ce qui descend comme ça. C'est ça nos colonnes. OK? Donc, F, G, H, I, tout ça, ce sont les colonnes. Et les lignes, c'est ce qui part de gauche vers droite, comme ceci. Donc, les numéros de ligne, c'est ça. Donc, pour identifier un élément donné, par exemple, cette cellule que j'ai sélectionnée là, je vais la mettre en
en fond jaune pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Pour identifier cette cellule que j'ai sélectionnée là, ici, Excel va l'identifier à partir de la colonne sur laquelle elle se trouve, donc colonne G, et de la ligne sur laquelle elle se trouve, ligne 10. Donc, cette cellule-là va correspondre à la cellule G10. Ça va être ton identifiant, ça va être sa référence dans Excel. Et comment on fait pour retrouver la référence de cette cellule-là de façon plus simple? On va se référer à la zone de nom qu'on avait vu la séance dernière, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. À gauche, juste en Oui. dessous du ruban. Voilà. Donc, c'est écrit là G10. C'est la référence de notre cellule qui est là. Quand on va prendre par exemple date de naissance, ça se trouve dans la colonne D. Et sur la ligne 1, ça va être la cellule D1. Donc, cette notion de référence de cellule, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va être très utile après quand on va commencer à manipuler des fonctions, manipuler des mises en forme dynamiques, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment important de savoir que oui, chaque cellule est identifiée dans Excel par la colonne sur laquelle elle se trouve et la ligne sur laquelle elle se trouve. Par exemple, si je vais venir ici et que je veux récupérer, pardon, je vais mettre égal pour que ce soit tous au même niveau. Je vais récupérer la valeur de l'âge de dessous ici. OK, on sait que l'âge de dessous, pardon, je vais faire échappe. OK, l'âge de dessous se trouve ici. C'est le 20 ans qui est là. OK, donc ça se trouve sur la colonne C et sur la ligne 2. Donc, sa référence, c'est C2. Donc, si je veux par exemple récupérer ici l'âge de dessous, je vais faire égal C2 simplement. OK? Excel va comprendre que je veux la valeur qui se trouve dans la référence C2. Voilà, ma formule, c'est égal C2. C'est juste la référence que j'ai mis. Je n'ai pas mis égal 20. Donc, je pourrais mettre ici égal 20. Ça allait marcher. Mais j'ai mis ici égal C2. C'est-à-dire j'ai utilisé la référence. Et l'importance de la référence, on l'a vu tout à l'heure, c'est que lorsque la référence change, par exemple, j'ai modifié, c'était janvier, c'était décembre, j'ai modifié en janvier, février, on voit que si la référence change, tout ce qui prend en compte la référence change aussi et se met à jour automatiquement. Donc, c'est là la puissance de la notion de référence de données. Donc, par exemple, là, j'ai mis c'est égal à l'âge de dessous en référençant l'identifiant, mais la référence de la cellule qui contient l'âge de dessous dans la colonne, la cellule C2. L'avantage sera que si éventuellement l'âge de dessous, ce n'était pas 20 et que c'est plutôt 24, automatiquement, vous voyez là, l'âge de dessous que j'ai mis ici, ça se met à jour. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant et très important de maîtriser cette notion de référence de cellule-là. D'un point de vue global, déjà, dans Excel, chaque cellule est identifiée par son numéro de colonne et son numéro de ligne. Maintenant, dans un second cas, on peut toujours avoir une référence de cellule relative. OK? Je vais m'expliquer. Je vais prendre ce tableau que nous avons là. Je vais le copier, CTRL-C. Je vais venir le copier un peu en bas ici et vous donner une autre démonstration de ce qu'on appelle référence de cellule. Donc, supposons par exemple que ce tableau-là, nous voulons l'utiliser comme une table à l'intérieur de Excel et que nous voulons maintenant la référence relative. Donc, la référence déjà par rapport à Excel de l'âge de dessous ici. Donc, je continue de le prendre l'âge de dessous ici qui sera les 24 ans là. Sa référence par rapport à Excel, ça va être quoi? Ça va être la colonne F, n'est-ce pas? Et ça va être la ligne 18. OK? Par rapport à Excel, sa référence va être la colonne F et la ligne 18. Quand je vais venir ici, je vais mettre égal. Donc, et plus aussi marche. Donc, je vais mettre plus la colonne F18. Ça me donnera toujours l'âge de dessous. Quand je clique dessus, ça me montre ici, cette cellule qui est sélectionnée en bleu pour dire que la cellule I là fait référence à la cellule F18. OK? Donc, ça, c'est la référence par rapport à Excel. OK? Donc, ça, la F2, c'est par rapport à Excel. C2, c'est par rapport à Excel. Mais on peut avoir aussi la référence relative par rapport à une table de données spécifique. Donc, par exemple, dans cette table-là, que je peux nommer, je peux dire que c'est individu, bien table des étudiants, etc., tout ce que je veux. Dans cette table-là, on peut toujours avoir la coordonnée relative de l'âge de dessous qui est ici. OK? Qui est juste ici. Donc, cet âge-là, par exemple, pour l'identifier dans cette petite table qui est sélectionnée-là, ça va être le même principe. Quel est le numéro de colonne sur laquelle on se trouve et quel est le numéro de ligne sur laquelle on se trouve. OK? Donc, par exemple, âge de dessous ici, par rapport à cette table-là, ça va avoir pour coordonner la troisième colonne et la deuxième ligne. OK? Donc, par exemple, quand je vais venir dire à Excel que je veux, considère-moi ce tableau-là,
et je veux l'élément qui se trouve dans la troisième colonne, deuxième ligne de cette table-là, ça va m'envoyer les 24 ans qui sont là. Donc, on va voir que la référence de cellule, on a déjà trouvé deux façons de la voir. C'est-à-dire par rapport à Excel globalement déjà, en utilisant directement les indices de colonne, les indices principaux de colonne, F, G, H, A, B, C jusqu'à la fin, ou avec, pardon, et les lignes 1, 2, 3 jusqu'en bas, soit on identifie la référence de cellule à partir d'un tableau spécifique dans lequel on va maintenant dire à Excel, c'est telle colonne dans le tableau et telle ligne dans le tableau. Donc, c'est vraiment très important que ces notions soient claires parce qu'on va les utiliser après dans les fonctions. Certainement, on va arriver dessus assez de fois pour que ça puisse vraiment s'ancrer petit à petit en nous, cette notion de référence de cellule. Donc là, c'est la référence de cellule simple que nous avons vue, c'est-à-dire colonne et ligne. OK? Donc, on pourrait voir directement comment on pourrait l'appeler ici, mais bon, ça me fait appel à des fonctions. Je ne veux pas entrer dans les fonctions tout de suite, mais on va découvrir après comment est-ce qu'on peut identifier un élément dans une autre table. OK? On va commencer à voir les fonctions, on va voir ça pour que ça ne soit pas trop nouveau actuellement. Donc, ça, c'est juste que dans Excel, globalement, on peut identifier une cellule par la colonne sur laquelle elle se trouve et la ligne sur laquelle elle se trouve, mais c'est aussi possible, ce même principe, là, lorsque nous sélectionnons une table à part entière, on peut dire que l'âge de dessous, si c'est dans la colonne 3 et sur la ligne 2. OK? Tous les deux vont marcher. Très bien. Donc, nous avons vu la référence simple qui est C2. Mais après la référence simple, on a ce qu'on appelle les références figées ou semi-figées. Je vais vous expliquer. La référence figée ou semi-figée, ça va être quoi? Je vais effacer tout ceci. OK? Donc, on a déjà vu comment effacer tout. Hein. C'est venir ici, onglet accueil, édition ici, je viens ici. Sur la mise en forme, je vais effacer les formations et tout ça va le faire comme ça, tout va disparaître. OK? Donc, si j'ai effacé par erreur, je peux faire CTRL-Z et ça va revenir. OK? Donc, je vais effacer, je ne vais pas effacer par erreur. Je vais effacer quand même. Très bien. Donc, je voulais parler de la notion de référence figée ou semi-figée. Ce qu'on appelle figé, les références, c'est les bloquer en quelque sorte pour qu'ils ne bougent pas. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais mettre ici âge, référence. OK, juste pour qu'on sache que je veux recopier les âges ici, mais en utilisant les références qui sont ici. Donc, je vais mettre égal, l'âge égale C2, par exemple, qui sera l'âge de dessous. OK? Donc, on voit que ça s'applique automatiquement, n'est-ce pas? Si je veux, par exemple, avoir ici, comment je peux ça pour que ce soit intéressant? Je veux avoir l'âge, ça c'est le C2. Supposons que je vais avoir pour, l'exemple que je donne ne va pas fonctionner parce que ça va pas être très intéressant. Par exemple, même si on incrémente vers le bas, ça va marcher qu'on fiche ou qu'on ne fiche pas. Donc, je vais expliquer ici, puis nous allons voir après un cas d'application qui sera plus intéressant. OK? Donc, la référence figée peut se faire de deux façons. Comme nous avons vu là, la référence contient deux éléments. OK? Le numéro de colonne qui est la colonne C dans ce cas-ci et le numéro de ligne qui est la ligne 2 dans ce cas-ci. OK? Donc, une référence figée sera une référence sur laquelle on a bloqué soit la colonne, soit la ligne, soit les deux. OK? Je vais juste écrire ça ici. Référence figée. Ça va être quoi? Référence où on a bloqué soit la ligne, bloqué soit la colonne. OK? Ou bloquer soit les deux. Très bien. Donc, bloquer la ligne ou bloquer la colonne ou bloquer les deux. Là, nous sommes en train de figer. On va bloquer les deux. Là, ça va être la référence complètement figée. Là, ça va être semi-figé sur la ligne. Ça va être semi-figé sur la colonne. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on bloque la ligne, ça veut dire que même si on bouge n'importe comment, ça ne va pas bouger parce que la ligne sera bloquée. Et je pense que ça peut être intéressant de découvrir ça. Je vais incrémenter ici. Donc, vous voyez là, j'ai mis égal C2, n'est-ce pas? Incrémenter, on a vu ça la fois passée quand on était en train d'apprendre la notion de saisie incrémentée. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Quand je vais mettre par exemple ici test 1. OK, test 2. Pardon, test 2. Test 3. OK, que je veux continuer. Je vais les sélectionner, pardon. Je vais sélectionner. Je vais venir sur le bouton qui est en bas ici à droite, en bas. Je clique dessus et je tire. Voilà, que Excel continue tout de suite
pas exécuter la même chose. Donc, c'est ça qu'on appelle l'incrémentation en quelque sorte. Donc, pour incrémenter cette formule-là, on va sélectionner la cellule qui contient la formule C2, la cellule F2 qui contient la formule égale C2. Et donc, si on vient dessus, on va venir sur le bouton qui est en bas ici, on va cliquer dessus et tirer pour incrémenter la formule. Ça veut dire reprendre la même formule sur la même logique sur les cellules qui sont vers le bas. Soit sur la même logique pour les cellules qui sont vers la gauche. OK? On va expliquer après pourquoi ça change. Donc, sur la même logique, c'est l'incrémentation vers le bas. On peut incrémenter vers la gauche, vers la droite, vers le haut, n'importe où. OK? Là, voilà, par exemple, quand on vient ici, ça sur la même logique, ça veut dire que ça prend l'âge de l'individu qui est sur la même ligne. Donc, l'âge de Abdou Diouf, par exemple, ici. OK? Donc, la référence figée sur la ligne, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Je vais venir ici, je vais bouger un peu tout ceci. CTRL X, je vais les amener ici. OK? Je vais prendre figer la ligne que je vais mettre ici. OK? Copier la mise en forme ici. Je vais coller ça dessus pour avoir la même mise en forme. OK. Donc, nous allons figer par exemple la ligne ici. Donc, chez C2, la ligne, c'est la ligne 2. Donc, je veux bloquer la ligne 2. Je vais écrire toujours ici égal C2. OK? Là, je n'ai rien bloqué encore. Maintenant, pour bloquer la ligne, il faut que je vienne derrière le numéro de ligne. Donc, derrière 2, je vais mettre le curseur. Derrière 2, je vais mettre l'élément dollar. Je vais écrire dollar derrière 2. OK? Donc, quand j'écris dollar derrière 2, Excel comprend que bloque-moi la ligne 2. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, tu ne vas jamais quitter la ligne 2. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que quand il va incrémenter maintenant, je change de ligne vers le bas. Mais qu'est-ce qui se passe quand je clique ici? Vous voyez que la ligne 2 est toujours bloquée. Ça ne va pas changer. Donc, ça revient toujours à la ligne 2 qui est là. Mais ça, c'est mis figé par rapport à la ligne, par exemple. Donc, on a figé la ligne 2 dessus. On pouvait aussi choisir de figer la colonne. Donc, là, on va comment figer la colonne dans l'exemple pour que ce soit beaucoup plus compréhensible en cas pratique. OK? Maintenant, figer les deux serait quoi? Figer la ligne et la colonne. Donc, c'est le même principe. Figer la colonne va être revenu derrière le C et mettre notre dollar là-bas. OK? Figer les deux, ça va être figer la colonne et figer la ligne. Ça et ça. OK? Donc, vous voyez bien là. Figer les deux, c'est mettre dollar derrière C et dollar derrière 2. OK? Donc, un raccourci pour figer les deux en même temps, ça va être d'appuyer la touche F4. Donc, par exemple, on va mettre ici C2, que je vais appuyer la touche F4, automatiquement, il va figer les deux. Quand il appuie une deuxième fois F4, il va réduire à figer la ligne. Quand il appuie une troisième fois, il va réduire à figer la ligne. Quand il appuie une quatrième fois, il va tout zapper et ça reprend quand je clique. Okay? Donc, la touche F4 pour me permettre de figer. Rapidement, si on ne sait pas où se trouve le dollar sur notre clavier, F4 pour me permettre de figer les volets. On va être dans un exemple très simple pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut utiliser, comment on appelle, les références comment on appelle, de données pour pouvoir, je dirais, remplir des informations en utilisant la notion de cellule figée, semi-figée ou non. OK? Je vais créer une autre feuille où nous allons pouvoir, par exemple, réviser en même temps les petits trucs que nous avons vus depuis jusque-là. Je vais mettre, par exemple, supposons qu'on a des élèves qui ont des notes en maths, en physique, etc., avec des coefficients. Okay, je vais mettre ici, par exemple, élève. Okay, je vais mettre ici élève 1 et on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle l'incrémentation, la copie incrémentée, qu'on avait déjà vu. Élève 2, donc supposons que je veux continuer. C'est un devoir jusqu'à 10 élèves tout simplement. On élève 10. OK. Je vais mettre ici une note en maths qu'on va leur donner. Et ici, une note en français qu'on va les donner. OK. Et ici, supposons qu'on a un coefficient en maths. OK. On a ici un coefficient en français. OK. On veut ici notre coefficient en maths. On va mettre ici maths coefficient. C'est la note qu'on veut. Et ici, on veut FR coefficient aussi. OK. Ici, peut-être qu'on veut moyenne, juste pour blaguer. OK. Donc, je vais tout de suite déjà mettre en forme mon tableau. Donc, afficher tout le monde. Et ici, je vais, voilà. OK. Donc, je vais mettre en gras la première ligne, les centrer, mettre peut-être un peu de couleur de fond. OK. Je vais peut-être mettre les élèves en italique, les bouger un peu vers le centre. OK.
Bien. Donc, pour pouvoir générer les nombres, je vais utiliser une petite formule que nous allons voir après peut-être, qui est la formule qui peut nous générer des nombres aléatoires. Donc, c'est la formule aléa. On donne un minimum, un maximum. On va dire que tout le monde a entre 8 euh, et 17. OK. Ok, donc, il va me générer des nombres, des notes pour tout le monde entre 8 et 17. Donc, j'avais parlé de l'incrémentation tout à l'heure. Donc, j'ai écrit une seule fois la formule ici. Après, je viens sur le bouton qui est là, j'incrémente vers la droite pour générer une note aussi en français. Après, je maintiens les deux là. Je viens toujours sur le bouton qui est en bas, là, j'incrémente vers le bas pour générer des notes en français et en maths pour tout le monde. OK? Donc, je vais faire copier-coller en valeur pour pouvoir enlever la formule là pour avoir que des chiffres. OK? Très bien. Donc là, j'ai des notes en français et en maths pour mes élèves. Supposons qu'en maths, le coefficient c'est 5 et en français, le coefficient c'est 3. OK? Donc, voilà, je mets 5, 5 pour tout le monde. Je mets 3, 3 pour tout le monde. Après, c'est le même coefficient. OK. Donc, là, par exemple, pour avoir la moyenne coefficient, la moyenne coefficient en maths, on doit faire la note en maths fois le coefficient en maths. Pardon, j'avais quelque chose d'appuyé là. Donc, fois le coefficient en maths, par exemple, comme ça. Vous voyez là. Donc, j'ai utilisé la note en maths et j'ai utilisé le coefficient en maths qui est en D2. Mais si on regarde ce fichier-là, il peut être optimisé. Comment est-ce qu'il peut être optimisé? Parce que la colonne coefficient en maths, là, si on a 200 élèves, on va devoir écrire 200 fois le coefficient en maths. Ça, c'est pas optimal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait déplacer nos deux coefficients-là et les mettre à part pour pouvoir économiser autant de cellules possibles. Donc, je peux écrire juste ici, par exemple, coefficient en maths, coefficient en français. Je vais les copier et les coller juste ici. OK? Et donc, à partir de cette information, normalement, je peux me passer de ces deux colonnes-là. Je vais les supprimer. Donc, pour supprimer les colonnes, il faut les sélectionner. OK? Et faire un clic droit et à supprimer ici. OK? Donc, je les supprime. Ça, c'est pas grave, ça va disparaître. Donc là, on sait que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir d'écrire autant de fois que c'est en maths qu'il y a d'élèves, ou autant de fois que c'est en français qu'il y a d'élèves. On va juste les écrire une fois qu'on veut calculer la note. Ça va faire la note en maths fois le coefficient en maths qui est ici. Je vais faire OK. On voit que ça fonctionne toujours. Ça donne les 80. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer ici quand je vais incrémenter vers le bas? C'est-à-dire dire à Excel d'appliquer cette formule-là, note en maths fois coefficient en maths, de l'appliquer pour tous les élèves. Qu'est-ce qui va se passer? On aura 0, 0 pour les autres. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez là, la logique que Excel va prendre, c'est que multiplie B7 fois A21. Parce que quand on a bougé vers le bas, il a aussi bougé coefficient de maths vers le bas. Et c'est là que la notion de cellule figée va intervenir. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Le coefficient en maths se trouve dans la cellule A16. On ne veut pas que ça bouge, c'est figé. Donc, l'appel, on va figer complètement les volets de la cellule qui contient le coefficient maths. On va appuyer quoi? F4 pour qu'il y ait $ en A et $ en 16. Excel va comprendre donc que quel que soit le mouvement que nous faisons, ne bouge pas la valeur A16, parce que c'est le coefficient maths, on ne veut pas qu'il bouge. Donc, quand je fais entrer, je vais incrémenter désormais, il va fonctionner. Quand je viens en bas ici, on va voir qu'il a pris le B11, qui est la note en maths de l'élève 10, mais il a toujours maintenu le coefficient maths qui est à la cellule A16. Donc, voilà par exemple un exemple palpable pour utiliser la notion de cellule figée. Ça peut s'utiliser aussi pour, par exemple, si nous voulons mettre la TVA sur nos ventes. On va juste écrire la TVA dans une seule cellule. On va dire à Excel, prends les chiffres d'affaires et multiplie à chaque fois par cette TVA-là que tu vas figer pour moi. Ça va fonctionner. La même chose va se passer, par exemple, pour coefficient en français. Je vais mettre ici dans note en français fois coefficient en français que je vais figer complètement. Et là, elle va fonctionner. Elle va fonctionner aussi. Mais nous pouvons voir, par exemple, ici, que j'ai écrit une formule B2 fois A16. Et ici, j'ai écrit B2 fois B16. OK? On voit que la seule chose qui change dans ces deux formules-là, c'est quoi? B2 A16. OK? Et ici, C2 B16. Donc, les lignes 2 et 16 ne changent pas. Mais c'est plutôt la colonne B ici qui est remplacée par la colonne C ici. OK?
et la colonne A ici dans A16 qui est remplacée par la colonne B ici dans B16. Donc, on voit que lorsque nous bougeons de notre coefficient en maths vers notre coefficient en français, on décale les colonnes une fois. Et la même chose se passe lorsqu'on bouge des coefficients, on déplace les colonnes une fois. Donc, ça veut dire qu'on pourrait améliorer notre formule ici pour avoir une seule formule qui pourrait permettre de calculer. Donc, je vais copier et coller ici. Okay. Et je vais effacer ce qui est dedans. On va écrire une formule ici qui sera une formule unique qui va nous permettre de faire la note coefficient en maths, la note coefficient en français en même temps. Parce qu'on a remarqué qu'il y a une similitude. C'est-à-dire que la logique est la même. On se déplace d'une colonne pour pouvoir avoir les notes en français. Donc, on reste sur la même ligne, mais on se déplace d'une colonne. C'est-à-dire qu'on peut libérer les colonnes. Pour dire que lorsqu'on va bouger en colonne, il faut que tu bouges aussi. Pour dire à Excel, donc, quand on va bouger de la colonne A vers la colonne B, par exemple, quand on va bouger de la colonne B vers la colonne C sur les notes, bouge aussi de la colonne A vers la colonne B au niveau des coefficients. Et ça va fonctionner exactement comme on l'espère. Je vais mettre ici égal, par exemple, A2, OK, multiplié par, normalement, ce n'est pas le coefficient en maths qu'on a figé complètement. Maintenant, on veut libérer la colonne A. On va toujours appuyer F4 encore une deuxième fois. On voit que là, maintenant, ça affiche seulement la ligne 16 et ça libère le A. Désormais, quand on va bouger vers ce côté, le B2 va devenir C2 et le A16 va devenir B16. Et c'est exactement ce que nous voulons. Donc, ce que je dis, c'est que quand on va bouger d'ici, le B2, quand on va passer ici, il va devenir C2 parce qu'on a bougé d'un pas vers la droite. La colonne va devenir C2. Et le A16 aussi va devenir B16 parce qu'on a bougé d'un pas vers la droite. Et c'est exactement ce qu'on voulait parce que regardez ici, on veut avoir désormais C2 et B16. Donc, quand je vais revenir ici, je vais incrémenter vers la droite. Ça va m'écrire quoi? C2 fois B16 qui est exactement note en français fois coefficient en français. Qu'est-ce que je voulais? Donc, j'ai écrit une seule fois la formule. Je pourrais juste incrémenter par la droite et incrémenter vers le bas et avoir mes résultats à chaque fois. OK? Donc, nous allons voir comment mettre la moyenne. Je pense que nous savons tous comment la moyenne va se faire. Ça va être la somme des moyennes et, comme on appelle, des notes coefficients divisé par la somme des coefficients. N'est-ce pas? Bon, donc ça va faire la somme des notes coefficients, ça plus. Et en même temps, nous sommes en train de voir déjà comment est-ce qu'on peut faire des opérations courantes sur Excel. Donc, divisé par, entre parenthèses, la somme des coefficients, ça qu'on va figer complètement, OK, plus ça qu'on va figer complètement, parenthèse fermée. Donc, ça en fait 1315, je vais descendre, puis c'est ça. OK. Donc là, j'ai fait quelque chose que vous n'avez pas dit. J'ai montré que pour incrémenter, il faut venir la cliquer et tirer. Mais on peut aussi incrémenter en faisant double-clic directement sur le point qui est là. Donc, quand on trouve le point là et que notre souris devient un plus noir, on fait double-clic à gauche et puis ça va incrémenter tout de suite vers le bas. OK. Donc, voilà un peu la notion de référence de cellule qu'on avait déjà vu déjà à la base ici. C'est-à-dire la référence de cellule, c'est identifié par la colonne et la ligne. OK. On a vu qu'on peut bloquer cette référence-là selon le besoin. On a vu un cas pratique dans lequel on a besoin de bloquer pour pouvoir avoir des résultats plus intéressants à moindre coût. Donc, on a par exemple ici bloqué complètement la cellule des coefficients. On a vu qu'on peut incrémenter sans souci vers le bas et ça fonctionne. Ici, on a vu qu'on pourrait bloquer juste la moitié en bloquant juste la ligne. Et dans ce cas, on pourrait incrémenter vers la gauche, pardon, vers la droite et vers le bas et avoir notre même résultat. Donc, cette notion est vraiment très, très importante. Et je voudrais juste insister dessus un peu au début pour que dès que nous allons commencer par manipuler des formules, on puisse savoir que, attention, cette formule doit aller prendre telle référence et les manipuler. OK? Donc, par exemple, on a déjà vu là pour des formules courantes. Voilà la formule là. Donc, on va la regarder à partir de la zone de formule ici. OK? Donc, la formule là, elle n'utilise que des références pour produire un résultat donné. Donc, voilà. Donc, la troisième partie, bien le troisième niveau, OK, de référence de cellules, ça va être que nous-mêmes, on puisse identifier nos références par des noms propres. OK? Donc, premièrement, on a vu que la référence est simple, par Excel qui nous donne ça. Par exemple, là, c'est C3, simplement colonne C et puis ligne 3. Deuxièmement, on pourrait l'identifier à partir d'un tableau spécifique. On vient ici, par exemple, pour dire que l'âge de dessous ici, ça va être la colonne 3 et la ligne 2. Nous allons voir un peu plus tard comment est-ce qu'on peut identifier ça correctement à partir d'un tableau à part entière. OK?
On a vu dans un deuxième temps la notion de référence figée ou semi-figée. On a vu comment on peut l'utiliser pour pouvoir avoir des résultats en quelques incrémentations. Au lieu d'avoir à écrire, par exemple, coefficient en maths 1 million de fois, mais autant de fois qu'on a d'étudiants, non. On va écrire juste une fois coefficient en maths quelque part, et puis on pourra aller figer la référence ici, et d'office, on a nos valeurs. Donc, le troisième niveau que nous allons voir, c'est de fournir notre nom propre à cette cellule-là que nous voulons référencer. Donc, c'est-à-dire que ici, au lieu que cette cellule-là soit identifiée par A16, ici, on va aller nous-mêmes dire à Excel qu'on veut que tu m'appelles cette cellule-là coefficient en maths et que tu m'appelles cette cellule-là coefficient en français. L'avantage, ce sera que quand on va venir sur une autre feuille, par exemple, quand on voulait utiliser coefficient en maths, on n'aura plus qu'à écrire coefficient en maths pour l'utiliser. Au lieu d'aller le chercher, vous voyez ici, par exemple, pour trouver ça, je devais venir cliquer ici pour le retrouver. OK? Alors que si j'ai un nom spécifique pour lui, je vais juste écrire le nom là-bas et puis Excel va aller chercher dans tout Excel et retrouver où est-ce que le nom là se trouve, qui s'appelle comme ça et le ramener. Donc, pour nommer une cellule ou bien une plage dans Excel, on va juste venir, on va sélectionner la partie qu'on veut nommer. Et la façon la plus simple, c'est de venir dans la zone de nom et de modifier le nom qui est là. Donc, on a A16, on peut modifier, on va mettre ici coef, OK, coef math. OK, dans mes coef math, je fais entrer. Désormais, ceci sera reconnu sous le nom coef math pour Excel. Je viens ici aussi, coef français. Et ça peut s'appliquer à tout. Hein. Donc, après, on aura des use cases où ce ne sera pas des questions. Ça peut être des prix, des denrées, ou bien ça peut être, je dirais quoi, des identifiants produits, etc. Qu'on va vouloir nommer, par exemple, nomme-moi cette colonne-là, identifiant produit dans Excel. Donc, on peut avoir d'autres use cases qui nous amènent à nommer nos références, nos plages, etc. Je vais mettre ici coef FR comme coef français. OK? Donc, désormais, ce que je peux faire, c'est ici, par exemple, si je veux recalculer mes notes là. OK, je vais faire CTRL-V. Donc ici, par exemple, je vais dire, tu fais quoi alors? Je vais dire, prends la note en maths et multiplie par coef maths. Et vous voyez que coef maths s'affiche directement en bas ici comme un élément de la feuille Excel, du fichier Excel. Voilà. Donc ça s'affiche tout de suite, là, fait c'est sélectionné. Donc ce que ça écrit ça, mais B2 fois coefficient maths. L'autre avantage de nommer directement nos cellules ou bien nos plages dans Excel, c'est que on peut mieux comprendre nos formules. Vous voyez là, quelqu'un qui va savoir voir tout de suite que c'est la cellule B2 fois le coefficient en maths. C'est mieux compréhensible que si ceci était caché, supposons que ceci était caché. Je viens là, je vais mettre ça, je vais mettre ça. OK, supposons que ça, c'était complètement caché, personne ne voyait. Oups. Bon, copier la mise en forme. Appliquer. OK, et ici, mettons en bas. OK. Voilà, là, par exemple, personne ne voit que quelque part là, on a 5 qui est écrit comme coefficient en maths. J'ai mis ça en blanc. Mais si je change la couleur, ça va s'afficher. Mais je l'ai mis en blanc, donc personne ne peut le voir a priori. Mais Excel, pardon, pas Excel. Donc, quand on vient dans la colonne là, on pourra quand même voir qu'on a fait B2 fois A16. Mais on ne va pas savoir A16 là, c'est quoi. Or, si on avait nommé notre A16 en coefficient en maths, on saura que, attention, il a fait B2 fois le coefficient en maths. C'est plus compréhensible. C'est facile à comprendre. Donc ici, ça va être français fois coefficient français, coef français, coef FR qui est là. Je fais entrer et puis ça va fonctionner. Donc, ça marche pour des cellules lambda, mais ça peut aussi marcher pour des plages entières. Par exemple, si je veux enregistrer, par exemple, ici, les notes des élèves en maths et en français, c'est-à-dire que je prends la plage là à partir de élèves par maths et français jusqu'à élèves. Je prends tout ça, je dis à Excel, nomme-moi ça en notes. OK, je fais entrer. Désormais, Excel comprend que tout ça, c'est la plage note. Nous allons voir un peu plus tard comment est-ce qu'on peut manipuler des plages pour pouvoir indexer des éléments à l'intérieur. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure ici, qu'on pouvait prendre ici, par exemple, cette plage-là. Je peux la prendre même. Donc, je vais la nommer élève. Pardon, pas élève, mais je vais nommer ça quoi? Disons que c'est les élèves. Je vais mettre ici juste élève. Ouais, désormais, cette plage-là va s'appeler élève. OK, ça va s'appeler désormais élève. Et ici, cette plage va s'appeler note. Coef math, ça va s'appeler coef français. Donc voilà un peu le troisième niveau de référence de cellules qui sera de donner des noms spécifiques
à nos cellules pour pouvoir les identifier facilement dans nos formules quand nous allons commencer par manipuler les formules. OK? Donc, c'est très important de maîtriser cette partie-là et de vraiment comprendre comment ça fonctionne. La référence de cellules, c'est comme un code, un identifiant qui va permettre à Excel de pouvoir se référencer à cet endroit-là pour nous envoyer une valeur donnée. OK? Donc, c'est très simple et c'est vraiment important à maîtriser. Donc, cela dit, je ne sais pas si c'est assez bien compris avant que je n'avance vers la notion de, je dirais, comment faire une lecture rapide de nos données à partir d'outils. La notion de référence de cellules, je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ça. Va. Donc, ça peut aller. OK, super. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser les outils de Excel. Je vais revenir maintenant sur la feuille de données ici. Et on aurait pu, je vais zapper ici, validation de données, je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc, j'utilise des outils parfois que je n'ai pas mis, je l'ai déjà fois passé que je n'ai pas mis dans le processus complet, mais c'est par la pratique que j'aurais besoin de ces outils. Parfois, je les utilise, donc il faudra être attentionné et remarquer. Donc, par exemple, la mise en forme, je vais zapper ce qui est là. Okay? Je l'ai déjà utilisé 3 fois, bien 4 fois aujourd'hui, la position de la mise en forme qui permet de prendre une mise en forme donnée et la reprendre sur un autre texte. Okay? Supposons par exemple que j'ai ici texte okay, que j'ai mis en gras, c'est déjà en gras, donc j'ai mis la couleur en ceci, j'ai mis la police, je fais n'importe quoi, ok, j'ai mis la police comme ceci, j'ai changé la couleur de fond comme ceci, c'est que j'ai fait tout ce travail-là ici, j'ai mis aussi les bordures, ok, donc j'ai fait tout ce travail ici, et je vais reprendre la même chose sur autre chose, sur un autre, je vais mettre texte 2, ok, qui est complètement simple. Je vais appliquer exactement ceci sur ça. Je vais venir sélectionner celui-ci. Je vais venir là, cliquer ici, reproduire la mise en forme. Je vais revenir, cliquer sur texte 2 et automatiquement, il le met à la police que j'avais prise, la couleur que j'avais prise, la couleur de celui que j'avais prise et il encadre aussi comme j'avais fait. OK? Donc, c'est ça la reproduction de la mise en forme qui peut être utilisée euh, pour éviter de faire des mises en forme plusieurs fois la même chose. Tu fais une fois, tu copies la mise en forme, tu colles ailleurs, puis ça passe. OK? Donc, très bien. Ce que nous allons voir ici, c'est ce qu'on appelle la notion de filtre, de tri, et éventuellement, on va avoir la mise en forme conditionnelle aussi. Donc, ce sont des notions qui vont nous permettre de rapidement faire une lecture diagonale de nos données sans pour autant utiliser des formules ou, je dirais, des fonctions trop compliquées. On appelle dans des données de vente, OK? Qui font, je ne sais pas, peut-être 2000 ou plus, nous avons 6000 données de vente. Donc, pour compter rapidement, on peut venir ici, on va simplement, on peut sélectionner, simplement, on va venir là, on va faire CTRL, SHIFT, direction vers le bas. On a tout pris. On avait vu la fois passée en introduction ce qu'on appelle la barre d'état qui est en bas ici. Et j'avais dit que ça permet d'afficher les statistiques des cellules qui ont été sélectionnées. OK? Donc, voilà, il me met non vide, 6570 cellules non vides en bas ici. Le minimum, c'est 1, le maximum, c'est 17, la moyenne, c'est 6,55. OK? Donc, on avait vu qu'on pouvait personnaliser cette barre d'état là, OK? En choisissant les valeurs qu'on veut afficher ou d'autres qu'on ne veut pas afficher. Je vais les appeler, ne m'affiche plus, ne m'affiche plus la moyenne. OK? Quand je fais, affiche-moi plutôt la somme de tout ça. Je fais OK, on vient là, on va dire même mettre la somme qui est 43 000 et quelques. Le max, c'est sur la mesure, etc. Donc, sur le sélectionne le nombre de cellules que nous avons, on vient sur la barre d'état, on va voir c'est combien de cellules que nous avons, quel est le min, quel est le max, etc. Rapidement, on a ces informations-là. Donc, comment on peut faire de façon diagonale et rapidement, juste en parcourant notre fichier comme ceci, pour identifier où se trouve, par exemple, peut-être la valeur la plus faible, où se trouve, par exemple, la valeur la plus haute, où se trouvent, par exemple, les valeurs qui sont en danger, c'est-à-dire les valeurs qui sont faibles, c'est-à-dire que, par exemple, là, on a des unités de vente, n'est-ce pas? Supposons qu'on veut mettre rapidement en forme pour voir où est-ce que les valeurs qui sont moins de 5 se trouvent. Donc, juste en parcourant comme ça, on veut qu'Excel me montre où sont les valeurs qui sont qui sont plus petites que 5 ou bien qui sont plus grandes que 15. On peut identifier rapidement et savoir à peu près comment ça se distribue dans notre fichier. On peut le faire rapidement. Donc, on va voir avant cela, on va voir rapidement quelque chose qui va faciliter ce que je faisais tout à l'heure quand j'allais vers le bas. Les en-têtes disparaissent. Et c'est difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui est dans la colonne D, qu'est-ce qui est dans la colonne B, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle figer des volets qui va nous permettre de dire à Excel, bloque-moi la colonne 1 là, même quand je descends, il faut toujours que j'ai l'en-tête
pour que je puisse me repérer, pour que je puisse identifier qu'est-ce qui se trouve dans cette colonne-là. Donc, on va venir là, puis on ira dans, je pense, donner tout, non, affichage. On ira dans affichage. OK? Et ce qu'on appelle figer des volets. Donc, comme je l'ai dit à la première séance, l'important, c'est de savoir les choses qui sont possibles de faire sur Excel. Après, pour le faire, monsieur ne savait pas que c'était l'affichage que vous voulez chercher. Je savais que vous voulez figer des volets. Je viens d'accueil. Je ne retrouve pas. Je viens dans développeur. Je ne retrouve pas. Je cherche. Je vais toujours venir dans affichage et trouver après figer des volets. Donc, le plus important est de savoir que telles choses sont possibles sur Excel. Après, comment le faire, même si vous avez oublié à un moment donné, le fait de savoir que c'est possible de le faire, vous allez vous retrouver en fouillant dans le ruban, en fouillant dans les fonctionnalités. OK? Donc, figer les volets va nous permettre de bloquer la première ligne ou la première colonne ou de bloquer quand même une certaine partie de notre fichier pour permettre à ce que même si on bouge, on puisse toujours avoir cette partie-là en visuel. Donc, ce que moi, je veux, c'est de bloquer la première ligne. Donc, je vais venir figer les volets, cliquez sur la petite flèche là, je vais dire figer la ligne supérieure ici. Pour nous dire Excel, bloque-moi la ligne supérieure. Là, vous voyez qu'il y a un trait un peu plus lourd qui se dessine sur la première ligne qui passe là, okay, qui est un peu plus lourd que les autres traits. Ce que ça va faire, c'est que quand je vais descendre, désormais, la première colonne reste visible, malgré que je suis à la ligne 6500 ici. Okay? La ligne 1 reste toujours visible, parce que j'ai figé ça. Okay? Donc, très bien. Donc, la première chose que nous allons voir dans la lecture rapide de nos données, ça va être la notion de filtre et de tri. Okay? Les filtres et tri sont intéressants pour pouvoir rapidement nous permettre de sortir une information donnée juste en un clic ou deux clics. Supposons par exemple là que je veux juste regarder les ventes qui ont été effectuées en janvier. Okay? On voit là que dans la ligne 2 là, c'est le mois de septembre qui vient un peu mieux. Supposons que moi je veux juste voir les ventes de janvier rapidement. Okay? Donc, je vais faire ce qu'on appelle un filtre sur la colonne du mois. OK? Et bien, Excel sélectionne-moi seulement le mois de janvier. Ça, c'est ce que je veux regarder pour le moment. Donc, on vient sur la cellule, la première colonne. Dans l'onglet Accueil, on ira dans la partie édition pour dire dans Filtre ici, Filtrer. OK? Donc, quand je clique sur Filtrer, on aura des petits boutons qui vont s'afficher sur les entêtes de chaque colonne. Donc, c'est là qu'on saura qu'on peut appliquer un filtre maintenant. Donc, je voulais filtrer sur le mois. Je voulais juste prendre le mois de janvier. Donc, on a tous les mois qui sont là. Je vais juste prendre le mois de janvier. Je vais tout désélectionner. Je vais sélectionner directement le mois de janvier seulement. Je vais cliquer dessus. On voit directement là, désormais là que c'est la case janvier qui est cochée et les autres cases ne sont plus cochées. Donc, je vais faire OK. Tout de suite, on voit que au lieu de septembre qui était en haut, c'est janvier maintenant qui apparaît. Et on aura que janvier. Quand je fais CTRL direction vers le bas, on aura que janvier dans notre colonne. Et comment faire pour savoir aussi qu'on a un filtre qui est appliqué sur des données? C'est que les numéros de ligne sont désormais marqués en bleu. Vous voyez là, désormais, les lignes là sont en bleu pour nous montrer que, attention, il y a un filtre qui est appliqué sur les données là. C'est-à-dire que tout ce qui est donné dans le fichier n'est pas affiché, c'est seulement une partie qui est affichée. C'est ce que veut nous signifier les lignes qui sont en bleu là pour nous dire que, attention, il y a un filtre qui est appliqué. Là, par exemple, je n'ai affiché que les données de janvier. Je peux décider d'afficher les données de janvier, février et mars uniquement. OK? Donc, je vais afficher seulement les données de janvier, février et mars. Je vais sélectionner janvier, février et puis mars après. OK? Donc, là, il y a sélectionné janvier, février, mars. Ça va être cette trois-là. On voit que février aussi va afficher quelque part dedans. Voilà, février est là. Et mars aussi sera quelque part en bas éventuellement si on a des données de mars à l'intérieur. OK? Voilà, mars est là. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un filtre. Supposons que ce n'est pas ce que je veux, je vais prendre tous les mois. Supposons que, voilà, quand je prends tout le monde, désormais, on n'a plus les numéros qui sont en bleu, passer à plus de filtres qui est appliqué. Supposons que je vois les ventes qui ont été faites sur le produit frigo. Je vais venir prendre seulement frigo ici pour voir quelles sont les ventes qui ont été faites sur frigo. Je sélectionne seulement frigo et voir que dans la colonne E là, on n'aura que frigo qui va s'afficher. Frigo seulement. J'ai filtré sur frigo. C'est ce qu'on appelle filtrer, c'est-à-dire qu'on veut réduire la liste à seulement une seule catégorie donnée. Okay? Je ne peux pas encore regarder seulement les ventes que tel vendeur a fait. Donc, je vais venir sur et dire que bon, montre-moi seulement les ventes que Elisa a fait. Je fais OK. Tous les autres vendeurs vont disparaître. Il n'y aura que Elisa dans la colonne des vendeurs. Okay? On va ce qu'on appelle les filtres de données. Là, on voit après ce qu'on appelle tri de données. Ça va être de trier comme on entend, comme ordonner ce qu'on a vu de lycée et tout. Je pense ordonner, on a deux façons d'ordonner, c'est de plus petit au plus grand ou de plus grand au plus petit. Et ça peut s'appliquer, donc je vais m'assurer qu'il s'agit pour qu'on puisse ordonner.
OK, ordonner. Donc, on peut ordonner du plus petit au plus grand ou ordonner du plus grand au plus petit, vice-versa. OK. Ça, c'est la première façon de donner. C'est-à-dire quand on est avec des nombres numériques, on peut faire du plus petit au plus grand, plus grand, plus petit. Mais on peut aussi le faire avec des lettres, c'est-à-dire de A vers Z ou de Z vers A. OK? Donc, quand on dit trier, donc trier, c'est ordonner. Donc, je vais mettre ici en parenthèse trier. OK? Donc, quand on dit filtrer, c'est sélectionner une catégorie parmi tant d'autres. Je vais filtrer par rapport à la région nord, par exemple. OK? Et quand on filtre, on voit tout de suite que les lignes passent en bleu pour nous montrer que, attention, elles, c'est celles qui ont disparu. OK? On revient. Maintenant, quand on dit trier, c'est ordonner, c'est juste ranger. Rien ne disparaît, mais on change juste l'ordre d'affichage. OK? Donc, ce que nous allons voir maintenant avec les appels aussi. Donc, on peut ordonner du plus grand au plus petit, comme du plus petit au plus grand. Il y a un message dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir le fichier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on appelle les tris ici. Supposons qu'on veut trier les ventes là. On a beaucoup de ventes. On veut trier du plus petit au plus grand pour savoir que les ventes les plus petites seront en haut, les plus grandes seront vers le bas. OK. Donc, on se met dans la colonne, on prend juste n'importe où dedans, puis on vient dans filtre tri ici. On va faire ici, on va essayer d'écrire là, trier du plus petit au plus grand, ou trier du plus grand au plus petit, ou trier de A vers Z, ou de Z vers A. Tout est là en même temps. Le fait de trier du plus petit au plus grand, on voit que désormais, on avait ici quoi? On avait 1, 2, 3, 4. Mais quand je descendais, je pourrais retrouver d'autres 1 en bas. Je pourrais retrouver un autre 1 ici, par exemple, à la ligne 6. Mais quand je fais maintenant trier du plus petit au plus grand, tous les 1 vont s'aligner d'abord. Après, tous les 2 vont suivre et ainsi de suite. Donc, je vais trier du plus petit au plus grand. OK. Désormais, on va voir que tous les 1 vont s'aligner avant que les 2 ne viennent. Voilà. Donc, quand on commence à voir 2, on ne verra plus 1. Et en bas, complètement, on a le plus grand qui est 17. OK? Après, on a 16 et ainsi de suite vers le haut. On va descendre jusqu'à avoir 1 qui sera le minimum. OK? Donc, là, on a trié par exemple le plus petit. On peut faire le tri inverse en revenant ici, en disant non, je veux plus le tri le plus grand, plus petit. Désormais, le 17 va s'afficher en haut et ainsi de suite. OK? Donc, voilà un peu comment on peut trier simplement nos données en un seul clic. OK? Maintenant, allons voir comment faire un filtre avancé et comment faire des tris avancés. Donc, un filtre avancé, ça va être comment combiner, par exemple, différents filtres. On va annuler ces tris que j'ai fait là. Je vais venir ici, effacer. OK. Je vais venir ici. On pense qu'on a trié, c'est qu'on a trié. Hein. C'est fini. Bon. OK. Donc, supposons que je vais appliquer ce qu'on appelle un filtre multiple. OK. Ouais, je ne vais pas dire avancer, c'est peut-être trop technique, mais c'est pour dire on peut faire plusieurs filtres couche par couche qu'on va appliquer en même temps. Supposons qu'on veut filtrer par plusieurs contraintes. On avait appris tout à l'heure qu'on pouvait filtrer par janvier, simplement par janvier. On n'aura que le don de janvier. OK. Soit on pouvait filtrer simplement par produit. On aura les ventes de télé, par exemple. Donc, faire télé, on n'aura que les ventes de télé. Mais il est possible d'appliquer plusieurs filtres. C'est-à-dire, par exemple, si je veux répondre à la question, quelles sont les ventes de télé, OK, en février, OK, au sud. Voilà. Donc, vous avez bien cassé. Donc, qu'est-ce qu'on veut répondre? On veut répondre à quelle question? On veut voir les ventes du produit télé, OK, dans le mois de février et dans la région du sud exclusivement. Donc là, on va appliquer ce qu'on appellera des filtres multiples. Donc, on va faire une couche de filtres. On va superposer différents filtres. Donc, on ne va pas filtrer déjà par rapport à télé. On va venir dans produit. On va dire, je veux juste les télé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je veux maintenant aller en février puis au sud. Pourquoi je regarde ça en tête? Parce que quand je vais faire OK, si la cellule ne contient pas de télé, ça va disparaître. OK? Ouais, ça a disparu parce que ça ne contenait pas de télé. Donc, je voulais faire télé. J'ai oublié. Télé en février et au sud. OK. Donc, je vais faire télé. Je vais faire OK. Après, j'irai dans les mois. Je vais chercher février. Je vais faire OK. Après, j'irai dans les régions. Je vais chercher la région du sud simplement. Je vais faire OK. Donc, vous allez voir que, waouh, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir que c'est tellement intéressant. Désormais, vous voyez seulement tout ce qui reste.
Il nous reste que, je vais sélectionner pour qu'on voit combien de cellules ça fait. Il nous reste que 100, non, ça fait 100, non, pas, ça fait, il ne reste que 22 cellules non vides ici. Il ne reste que 22 cellules non vides et le minimum de télé vendu, c'est 7, le maximum, c'est 10 et la somme de télé vendue au total dans la région du Sud en février, c'est 179. Voilà ce que le filtre nous permet de faire, de passer de 6000 et quelques lignes qu'on avait au début en appliquant 3 filtres simplement pour voir tout de suite qu'on n'a eu que 22 ventes de télé dans le Sud en février. Okay? Donc, j'ai essayé de zoomer un peu juste pour qu'on puisse voir que le tableau se limite tout de suite ici. Et effectivement, les lignes sont mises en bleu pour montrer qu'il y a un filtre qui est appliqué. Et on peut identifier aussi les cellules qui contiennent, les colonnes qui contiennent des filtres en regardant sur les petits boutons là, on va voir qu'il y a des entonnoirs sur les cellules qui ont été filtrées. Donc, on voit que la cellule produit a été filtrée parce qu'il y a un entonnoir. Et quand on met dessus, on voit que égal à télé s'affiche sur notre label. Ici aussi, égal à sud. Et ici, égal février va s'afficher. Donc, voilà un peu déjà comment avec les filtres simples, on peut déjà réduire notre casse-tête et avoir déjà des réponses à des questions spécifiques. Si par exemple, je voulais voir quelles sont les ventes effectuées en février par tel vendeur, je vais sélectionner ici. Bon, je vais juste voir pour Luc. Je dis OK. On va voir que Luc, en février, il a vendu combien de télé? La somme ici, il a vendu 111 télé dans la région du Sud, lui seul. Voilà comment dire avec des filtres. Là, j'ai appliqué 4 filtres. 1, 2, 3, 4 filtres. Donc, on peut supprimer autant de filtres que nous voulons pour pouvoir simplifier tout de suite déjà la lecture qu'on peut avoir de nos données en un premier temps. Ça, c'est le premier niveau. Donc, pour zapper tous les filtres, je vais venir ici. Ici, je vais faire effacer les filtres, ça va enlever tous les filtres qu'il y avait et tout va revenir à zéro. OK? Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les filtres déjà simplement pour partir de 6000 lignes à peut-être une dizaine ou une vingtaine de lignes. OK? Donc, on voit maintenant comment on peut faire des tri avancés. Donc, je récapitule rapidement. On a vu 3 choses. On a vu ce qu'on appelle les filtres. OK? On a vu les tri simples. On a vu les filtres un peu avancés, je vais dire complexes, peut-être, je ne vais pas dire superposés. Hein. Je pourrais plus comprendre, mais je mets superposés. OK? On a vu après. Maintenant, on va voir maintenant les tri. OK? Je vais mettre superposé aussi juste pour qu'on... Voilà. OK? Donc, voilà, il y a la quatrième partie que nous allons voir, c'est ici. Donc, on a vu les filtres simples. Choisir une catégorie qu'on va afficher. OK? On a vu les tri simples qui sont du plus gros, du plus grand vers le plus petit, du plus bas. On n'avait pas vu comment filtrer, comment trier les chaînes de caractères, mais ça marche aussi exactement comme vous l'aurez imaginé. Je vais faire ici. Regardez ça. Supposons qu'on veut trier, par exemple, les régions. OK? Donc, quand on avait fait trier, je peux trier de A à Z ou de Z à A. Donc, ça veut dire que ça va commencer par lister les régions dont le nom commence par A, par B, par C jusqu'à par Z après. OK? Quand on fait ça, donc, celui qui commence par C va venir en premier. Ensuite, celui qui commence par C à Z, il y a S, il va être en dernier. Donc, ça marche pour les régions, pour les nombres et pour les chaînes de caractères, ça marchera partout. OK? Donc, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ceci. Filtre superposé, on a pu, par exemple, identifier quelles sont les ventes en février de télé par Luc dans la région du Sud. Donc, ça, c'est juste les filtres qu'on a superposés pour pouvoir réduire notre tableau de 6000 lignes, je vous le rappelle. Ici, 6500 et quelques lignes. On a réduit ça à une vingtaine de lignes juste en mettant des filtres. Nous allons voir les tri superposés pour pouvoir, par exemple, organiser nos données de sorte que, par exemple, peut-être qu'on va d'abord trier par mois. Après, trier dans chaque mois, on va trier les vendeurs. Et pour chaque vendeur, on va trier les produits. Et pour chaque produit, on va trier les ventes du plus petit au plus grand. Donc, on peut faire ce genre de tri avancé aussi en superposant plusieurs règles de tri. Pour le faire, on va venir dans notre tableau. OK? On va venir dans trier ici, tri personnalisé. C'est là qu'on va le faire. Vous voyez que là, sélectionne tout de suite les données que nous voulons utiliser. On va commencer maintenant par superposer des critères de tri. Donc, le tri, comme il l'avait dit, c'est juste ordonné. Donc, personne ne va disparaître. Tout le monde sera toujours visible, mais on va changer juste l'ordre d'affichage. On va peut-être afficher de A à Z, ou bien du plus petit au plus grand. Ou bien on peut même personnaliser dire, bon, affiche-moi d'abord Françoise en premier, après Dominique, après Luc, après Lisa, etc. OK? Donc, je vais par exemple prendre le premier qui s'appelle, je vais dire, mets-moi d'abord les... allez, on va trier quoi? Les produits. On peut trier tout ce qu'on veut, OK? On peut faire les régions comme c'est de toute façon. Tu vas dire trier les régions de A vers Z, OK? Ça, c'est le premier truc que tu vas faire. Après, quand tu tries les régions, trie-moi les produits à l'intérieur. Tu vas dire trie-moi les... Tu vois que la couche, je fais ajouter un niveau et ça vient en bas. Je dis trie-moi maintenant les produits de Z vers A dans le produit, dans le
Je vais faire personnaliser pour qu'on puisse voir un peu tout ce qui est possible. Donc, personnaliser. Donc là, il va dire, je veux les produits, mais mets-moi d'abord IFI en premier. Après, tu me mettras, je vais mettre véhicule, hein. Après, tu me mettras télé. Après, tu me mettras frigo. Après, tu me mettras aspirateur. OK? Je vais faire OK. Donc, ouais, j'ai changé l'ordre d'affichage de mes projets. J'ai essayé exactement sur l'ordre pour dire, bon, ce qui m'intéresse, ça fait d'abord les ventes de IFI, après les télé, après les frigos, après les aspirateurs. Là, je n'ai pas suivi un ordre spécifique, n'est-ce pas? Je vais faire OK. Donc, on va comprendre qu'au début, range-moi les régions et dans les régions, range-moi maintenant les produits dans ce ordre-là. Je vais faire OK. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va ranger les autres de A à Z, donc de C vers le sud qui sera en bas, vers S. Mais en même temps, ce qui va se passer pour les produits, c'est qu'il va commencer par IFI, comme j'ai spécifié, et va finir par aspirateur. Oups. Ah oui, avec congélateur que j'ai oublié. Donc, on va voir qu'avant congélateur, il y aura aspirateur. Donc, il a rangé les autres, l'autre que je lui ai donné. Après, il a complété avec ce qu'il n'avait pas spécifié. Je ne sais pas combien de produits on a au total. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer comment on peut, par exemple, OK, on peut l'identifier ici. Par exemple, si je viens avec savoir quels sont les produits que j'ai aspirateur, congélateur, frigo, il faut quel congélateur que je vais mettre. OK. Je vais venir dans mon filtre personnalisé. Je vais venir ici. OK. Et je vais faire ici personnalisé. D'accord. Je vais venir ici. Je vais dire, pour montrer que ça va changer l'ordre, je vais mettre aspirateur avant télé. OK. Je vais mettre congélateur en bas ici maintenant. OK. Maintenant, tout y est. Je fais OK. Je fais OK. Donc, Wi-Fi, aspirateur, machin et tout. OK. On va désormais qu'après Wi-Fi, on aura aspirateur. OK. On a aspirateur, je le fais juste voilà. Donc, après Wi-Fi, on a aspirateur, exactement comme j'ai spécifié. Et en bas, on aura congélateur. Contrôle, direction, on aura congélateur en bas. Donc, c'est possible de le faire pour toutes les couches que nous le pouvons. Je peux continuer. Je reviens, je fais juste personnaliser. C'est pour que je vais encore ajouter une autre couche, que je fais ajouter une autre couche, que je vais envoyer vers le bas, je vais envoyer ceci vers le haut, en faisant ça. OK. Donc, la technique que je vais mettre, ça va être de symétrie par région, par produit. Maintenant, ordonne-moi les ventes du plus grand au plus petit. OK. Donc, prends les ventes et fais du plus grand au plus petit. Dans chaque partie, je veux que tu me ranges les ventes du plus grand au plus petit. On va aller désormais que quand je vais venir en haut, OK, ça commence effectivement par le centre. Ça ordonne bien les régions. Ça commence les produits par aspirateur. C'était aspirateur. Il faut que je m'assure que ça fonctionne. Donc, on avait dit que quoi? Ah, vous voyez là, ça a changé. Ça n'a pas pris. Je dois corriger ici pour dire personnaliser. IFI, aspirateur, c'est ce que je veux. What is this? No. OK. Donc, j'ai bien pris l'autre que je veux. IFI, aspirateur, télé, machin et tout. Ajouter. Je fais OK. Donc là, on range les régions de A à Z. Après, on range les produits de IFI, aspirateur, etc. Et après, on range les unités vendues du plus grand au plus petit. Je fais OK. Voilà, très bien. Il range les régions de A à Z. Après, il range les produits IFI en premier. Et on voit qu'il met les maximums en premier. Donc, quand je vais par exemple aller aspirateur, ça va tout de suite que il va me mettre ici, aspirateur maximum qui a été vendu, c'est 3. Donc, on n'a pas vendu plus de 3 aspirateurs dans toute l'année. Donc, c'est un produit qui ne se vend pas en grande quantité apparemment. Après, on a 2, après, on a 1, c'est fini. Alors que télé, par exemple, qui commence ici juste après aspirateur, le maximum qui a été vendu, c'est 10, et ainsi de suite. OK? Voilà un peu comment on peut combiner des tri pour faire une pile de tri personnalisé. Donc, comment ça se fait? On prend le tableau, on vient ici et on prend tri personnalisé et on peut prendre tout ce qu'on veut. OK? Donc, j'ai montré qu'on peut faire A à Z, de plus grand, plus petit. On peut aussi personnaliser en venant ici et en ajoutant nous-mêmes la liste qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. OK? Donc, il y aura un exercice sur ça après. On va vous donner de classer, par exemple, je dirais des valeurs données dans un certain ordre spécifique. Je vais dire, bon, classer les vendeurs dans tel ordre et faire un filtre à partir de là. Peut-être. Je ne sais pas encore. Je vais faire OK. Donc, tout ça est là. Bien. Donc, après cela, tri, filtre et tri avancé et filtre avancé. Nous allons déboucher rapidement avant de conclure pour ce soir, parce que je vous ai déjà pris près d'1h30 sur ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle.
OK? Donc, ce sont aussi des notions, comme je disais dès le début, ce sont des notions qui nous permettent de lire rapidement nos données, OK? Sans avoir besoin d'utiliser des formules, des tableaux, etc. Donc, à partir des filtres, on peut déjà rapidement lire nos données. À partir des traits, on peut rapidement organiser nos données pour voir une meilleure visibilité. À partir des filtres avancés, des traits avancés, on peut le faire. OK? Mais avant d'arriver sur la mise en forme conditionnelle, je vais rapidement vous montrer, parler de quelque chose qu'on avait déjà vu tout à l'heure, la validation de données, qu'on a vu tout à l'heure sur la saisie. On avait vu ici, par exemple, que on peut valider des données qui vont être saisies. Mais on peut aussi le faire pour des données qui ont déjà été saisies. C'est-à-dire qu'on va dire ici, par exemple, cherche-moi dans la colonne unité de vente et c'est des données qui sont invalides par hasard. On va chercher, par exemple, tout ça. OK? Qui vous en souviennent, on a vu dans un premier temps comment valider lorsque ce n'est pas encore saisi. N'est-ce pas? Pour pouvoir dire à l'utilisateur, attention, erreur, ce que tu me saisis là n'est pas bon, ça doit correspondre à tel critère. Mais supposons que la saisie a été déjà faite et qu'on veut vérifier rapidement est-ce que tout ce qui est là correspond aux critères. Dans ce cas, on va sélectionner ce qui a été saisi. On est toujours dans données, validation de données. OK? Puis maintenant, comme ce n'est pas qu'on veut appliquer ça, on veut entrer des données non valides. Donc, on veut par exemple mettre en forme rapide les données non valides pour les identifier. On va venir là. Et puis après, on ira maintenant cliquer sur, comment on appelle, appliquer une règle donnée. OK? Et venir ici, je vais dire que c'est des noms entiers, compris entre, supposons que je veux que nos ventes soient entre, allez, 5 et 16. OK, là, je sais que tout ce qui est inférieur à 5 et tout ce qui est plus grand que 16 doivent ne pas être valides. OK? Donc, on va voir, là, quand il descend, et bien là, entrer les données non valides. La feuille contient plus de 250. C'est non valide. OK. Voilà, il y a comme on appelle des contraintes sur Excel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des milliers de non valides. Donc, en fait, Excel se dit que si on a plus de 250 données non valides, ça peut être une erreur de paramétrage. Donc là, il me dit que la colonne contient plus de 250 cellules non valides. Et donc, seuls les 250 premiers non valides seront marqués. J'ai dit OK. Donc, on va aller voir au début, certainement les 250 premiers seront en haut. Ils ne sont pas en haut, ils sont où? Bon, je ne les vois pas. Et ce serait sélectionner une plage un peu plus restreinte, OK, pour permettre à Excel de fonctionner. Je vais peut-être prendre, allez, je vais prendre peut-être ceci. Je vais prendre les 500 premières lignes, OK? Je viendrai jusqu'à la ligne 500. Ah, voilà, c'est là. Donc, ça veut dire fonctionner pour. Donc, comme ça fonctionner pour juste une partie, je ne le retrouvais pas. Donc, comme on a des milliers de lignes, et parmi ces milliers-là, on a plusieurs qui sont invalides. Donc là, juste pour les 250 premiers qui sont invalides, vous pouvez voir que là, tout ce qui est inférieur à 5 ou tout ce qui est supérieur comment on appelle, à 16, il va le mettre en forme. Donc là, je vais changer un peu ma règle peut-être. Et je vais aller prendre, au lieu de prendre 16, je vais prendre peut-être 15 pour que le 16 qui est en haut là puisse être mis en forme. OK, pour qu'on puisse voir. Je vais mettre 15 ici. Je vais faire OK. Je fais OK. Donc, le c'est que le 16 qui est en haut là puisse être tout de suite mis en forme pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, lorsqu'on a des données qui sont déjà saisies, on peut, hop, voilà, effectivement, comme maintenant il veut saisir dedans, OK, je peux mettre 12, il va passer. Mais quand je vais mettre 18, il va refuser parce que ça ne correspond pas à la validation. Je vais dire annuler. OK. Donc, lorsqu'on a des données qui sont déjà saisies, on peut appliquer toute la validation pour mettre en forme, mettre en évidence les données qui ne sont pas correctes. OK. Et qu'on n'a pas encore, on peut mettre directement notre règle pour permettre à l'utilisateur de ne pas saisir des données qui sont erronées. Okay, ça pose dans les deux sens. Voilà. C'est une petite parenthèse que je voulais faire avant de passer à la notion de mise en forme conditionnelle. Donc, je vais venir là, je vais zapper ma validation parce que, bon, de toute façon, je vais venir mettre tout. C'est les solutions, paramètres, validation. Je vais vous retourner la validation. Oui. Donc, ici, je vais mettre tout pour que ça n'ait pas de contraintes. OK. Je vais mettre tout, je vais mettre OK. Voilà, puis ça disparaît. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de vous montrer la notion de mise en forme conditionnelle. Donc, qui vous souviennent, on est en train de voir quelques astuces, quelques méthodes pour pouvoir facilement lire des données sur Excel sans avoir besoin d'utiliser des formules, des fonctions complexes. Donc, utiliser des filtres, des traits, éventuellement la mise en forme conditionnelle, OK, pour pouvoir lire rapidement et facilement vos données, OK? Donc, la mise en forme conditionnelle, c'est comme ça s'entend. Je vais écrire ici, vous allez voir comment ça s'entend. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mise en forme
conditionnel. Donc, ça s'explique exactement comme ça s'entend. On a deux parties dedans. On a mise en forme, OK, et puis on a conditionnel. OK, donc c'est les deux phrases là, mise en forme, conditionnel. Donc, c'est mettre en forme à partir d'une condition donnée. C'est ça qu'il faut comprendre. On veut faire une mise en forme à partir d'une condition donnée. Et si vous remarquez bien, même ce qu'on vient de faire pour la validation donnée, c'est exactement ça. On a mis en forme, par exemple, les cellules là, à partir du moment où la condition n'est pas comprise entre 5 et 15 est respectée. Donc, par exemple, on a fait une mise en forme ici sur la condition que ça doit être contenu entre 5 ou 15. Mais c'était dans le cadre de la validation de données qu'on avait fait. On va voir comment on peut le faire dans un autre cas un peu plus large que ça nous permet de faire. Okay, donc, je vais appeler ceci échappe et delete. OK. Donc, une fois que c'est dans l'onglet accueil. Et comme je l'ai dit, hein, c'est mettre en forme des données sur base de conditions données, sur base de conditions prédéfinies. OK? Donc, on a certaines conditions et on veut maintenant mettre en forme les données lorsqu'ils vont vérifier ces conditions-là. OK? Je vais prendre un exemple tout simple pour commencer. OK? Supposons qu'on veut mettre en forme ici, on veut identifier rapidement les lignes qui ont été effectuées par Lisa. OK? Donc, on va venir dans la colonne vendeur, on va dire Excel. Mets-moi en forme cette colonne lorsque ça contient le vendeur Lisa. OK? Et d'office, Excel va nous mettre en forme, va nous mettre en évidence les cellules qui contiennent Lisa, 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 Lisa. Pourquoi? Donc, c'est ça la mise en forme de données sur base de conditions. Je prends la colonne C. Venez ici, c'est là, mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer ici. Je vais dire ici, nouvelle règle ici. OK? Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire un truc plus simple que ça. OK? Je vais venir ici, par exemple, je veux faire une mise en forme sur surbrillance. OK? Donc, la surbrillance, c'est de mettre une couleur de fond dans la cellule. OK? Ou je veux mettre des bases de données. Donc, la différente façon de le faire. Donc, vous avez le temps après de le parcourir petit à petit pour voir quelles sont les différentes formes de mise en forme qu'on peut appliquer. Et c'est dans pas les on aura le temps de le voir. Mais je peux que vous mettez une surbrillance, OK, lorsque la valeur est égale à Lisa. OK? Je vais reprendre pour que vous puissiez bien voir. Je vais mise en forme conditionnelle et fait mettre surbrillance de cellule. Donc, ça veut dire que la cellule met un fond de couleur dessus lorsque la valeur est égale à Lisa. OK? Donc, quand je dépasse ceci un peu, vous allez voir que quand écrit Lisa déjà ici, dans la colonne vendeur, vous voyez que les Lisa sont déjà mises en forme ici. Sont déjà avec un fond rouge. Ça peut changer ici. La mise en forme qu'on veut afficher quand c'est en Lisa, je vais mettre ici peut-être, même moi du vert. Vous voyez que ça change en même temps, ça met ici du vert, etc. Je peux ici de mettre, même moi, du texte en rouge. Vous voyez là, les Lisa sont mis en rouge. Puis, c'est pas de personnaliser, je dis, bon, fais-moi un format personnalisé quand c'est Lisa. Je vais pouvoir modifier tout ce que je veux ici. Bon, dans la limite du possible, bien sûr. Je vais dire ici, mets-moi en gras, OK, ou bien en gras italique. Et voilà, quoi d'autre? Mettre des bordures peut-être. On ne peut pas vraiment voir les bordures ici puisque c'est déjà un fichier Excel. On peut essayer de s'amuser de mettre ceci. Je vais dire, même-moi des bordures très pleins. OK. Sur tout le contour. Et même peut-être on doit remplir ça et mettre remplis-moi ça en vert. Donc, on va dire remplir ça en vert, mets le texte en gras italique et mets des bordures. Donc, on a mis un tas de mise en forme qu'on a personnalisé et dit OK maintenant. Voilà, désormais, lorsque ça contient Lisa, qu'est-ce qui se passe? La cellule passe en vert, l'écriture Lisa est en gras italique et on a des bordures jaunes sur les cellules qui contiennent Lisa. Elle peut faire OK. Voilà, désormais là, je vais zoomer un tout petit peu plus mieux voir. Voilà, donc on met en forme sur la condition que ça contient Lisa. Je vais aller vers que c'est seulement les Lisa qui sont mis en forme. Seulement. Voilà ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Ça, c'est l'application toute basique qu'on peut en faire dans un fichier Excel. Donc, par exemple, là, supposons que je sais que dans mon fichier, Lisa, elle travaille le plus. Et je veux voir tout de suite où est-ce que les travaux de Lisa se trouvent. Je fais un je vois directement la attention, tu vois, elle a bien travaillé par contre. Là, 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 ainsi de suite. C'est juste pour pouvoir regarder de façon très rapide comment est-ce que ça se distribue dans notre fichier. Ça, c'est une utilisation qu'on peut en faire. On peut faire notre utilisation, par exemple, dans un contexte où on veut donner une information donnée. OK?
Je vais revenir tout à l'heure avant qu'on ne clôture. Donc là, on est d'abord en train de voir comment mettre en forme conditionnellement dans un fichier volumineux pour mettre en évidence des valeurs données. OK? Donc là, on a fait pour Lisa. Supposons par exemple qu'on veut venir ici, dans les ventes, on veut dire, mets-moi en forme les ventes qui sont entre 1 et 2, c'est-à-dire les ventes les plus pires de l'année, mets-moi ça en forme conditionnellement. On va sélectionner tout ça. Puis je vais faire mise en forme conditionnelle. Je peux prendre ici rack de valeurs, par exemple, si je veux. Bon, OK. Ça peut être utile. Je peux prendre, par exemple, ici, mets-moi en forme les 10% des valeurs les plus élevées, mais les 10% des valeurs les moins élevées, c'est les 10% les plus faibles ventes qui ont été effectuées, etc. Ou bien les ventes qui sont supérieures à la moyenne, qui sont inférieures à la moyenne. Donc, après, dans l'exercice, on va juste vous dire, mettre en forme les ventes qui sont plus grandes que la moyenne. C'est à vous de savoir que mettre en forme, ça veut dire mettre en forme conditionnelle, il faut aller juste ici, aller chercher maintenant quelle est l'option qui correspond à ce que je veux faire, mettre en forme les valeurs qui sont plus petites que la moyenne de la population, ou bien mettre en forme les cellules qui sont inférieures à telle valeur spécifique. Donc, ce que nous on veut faire, c'est les valeurs qui sont entre 1 et 2. Donc, on va dire entre. Ici, je vais dire entre. On a un minimum, je vais dire entre 1 et 2. OK. Je vais dire remplis-moi ces cellules-là. Comme c'est des valeurs qui sont complètement mauvaises, je vais dire remplis-les en rouge. Soit tu les fais personnaliser comme on a fait tout à l'heure pour les rendre un peu plus captivants. Mais bon, on va va pas se fatiguer pour ça. On a déjà vu comment le faire pour Lisa. C'est le même principe. Donc, juste mettre remplir-les en rouge et faire OK. Et donc, on va voir que désormais, quand on va filtrer sur les valeurs qui sont 1 ou 2, OK, je prends par exemple 1 ou 2, je vais prendre 3 aussi pour qu'on puisse voir que ça ne va pas marcher pour 3. Parce que pour 3, ça ne va pas marcher, mais quand on va descendre pour voir les 1 et 2, on va que ça va marcher pour les deux. Ça les met en rouge, ça les met en forme. OK? Et ça, la mise en forme conditionnelle. On a un critère donné, on veut faire une mise en forme de notre texte à partir de ce critère-là. Je vais zapper le filtre pour que tout le monde soit affiché. OK. Je vais revenir ici encore, faire une autre mise en forme. On va sélectionner. N'oubliez pas qu'il faut toujours sélectionner là où nous allons appliquer la mise en forme pour que ça puisse fonctionner sur toutes ces cellules qui ont été sélectionnées là. Des choses que nous allons voir, mise en forme, peut-être nuance, OK, qui est intéressant. Je vais peut-être prendre ça et je vais dire, dans la nuance, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre à partir du minimum vers le maximum et appliquer une nuance de couleur dégradée. Donc, le plus pire va être en rouge et le plus bon va être en vert. Et si tu te trouves au milieu, tu seras en jaune, et ainsi de suite. OK? Ça s'applique comme on veut. On peut aussi faire du blanc au vert. Le plus pire va être du blanc, pardon, ici. Le plus pire va être du blanc, le plus gros va être du vert, le plus petit va être du vert, etc. Donc, selon le contexte, on peut voir quelle mise en forme conditionnelle peut être intéressante pour moi ici ou là. Et vous voyez là, on peut aller un peu plus au-delà de ce que j'ai vu, par exemple là. Et ça peut être vu. Comment est-ce que je vais vous montrer ça très rapidement? OK, je vais juste appeler les, qu'on appelle les filtres qui sont appliqués. Je vais revenir ici. Voilà, OK. Donc, on a vu comment mettre en forme pour Lisa. OK, on a vu comment mettre en forme pour les chiffres qui sont entre 1 et 2. On va voir par exemple quelque chose de plus avancé qui serait par exemple relatif à quelque chose que j'ai déjà montré tout à l'heure au début dans la validation de j'ai montré qu'on pouvait mettre les dates au début et de fin dynamique. La même chose est possible, on peut mettre par exemple des mises en forme dynamiques. OK? Je peux par exemple dire au lieu de Lisa, je vais dire bon, c'est dynamique. Après, je vais saisir ici ce que je vais mettre en forme. Je vais mettre qui? Je vais mettre ici qui? OK? Et donc, après, je vais saisir ici Lisa. Ça va mettre en forme Lisa. Quand je vais changer, je vais mettre ici Luc. Je vais mettre en forme Luc, etc. OK, donc je vais venir corriger ceci que j'avais fait là pour que ça fonctionne comme ça. Donc, comment on va faire maintenant? On va venir ici. On avait fait quoi? On avait fait égal à, n'est-ce pas? Oh, il y avait Lisa qui était là. Bon, elle a dit, c'est pas grave. Bon, OK. Je vais montrer en même temps comment modifier une règle existante. Pour aller créer une nouvelle, OK, comme je le faisais là, aller faire égal à, je voulais corriger, en fait, le Lisa qui existait, c'est ça que je voulais corriger. Je vais faire comment modifier une règle. Je vais vous montrer ça en même temps. Je vais venir pour que vous puissiez voir que Lisa est toujours en forme, c'est toujours Lisa qui a. Mais on veut modifier la règle qui peut mettre en forme Lisa. On va modifier ça pour lui dire, désormais, on veut que ça soit dynamique. Quand on va changer Lisa, il faut que tu puisses changer en même temps. OK? Mais maintenant, dans la cellule là, je vais dans la mise en forme, je vais venir complètement en bas, gérer les règles. Je fais OK. On voit notre règle de Lisa qui est bien là. OK? Et je vais faire modifier cette règle-là. Modifier la règle ici. OK? Quand je fais modifier, il y a la valeur de celui qui est toujours là, égale à quelle c'est toujours ce que je veux. Maintenant, ici, c'est plus ça que je veux. Je veux plus Lisa simplement. Je veux maintenant faire une référence dynamique.
Donc, la zone de référence de cellule qui est toujours intervenue ici. On a déjà vu ça. La notion de référence dynamique qu'on avait déjà vu dans la validation. Et qui vous souviennent, il y avait ce petit bouton-là qu'on avait cliqué. C'est exactement ce que on a fait. On va maintenant cliquer dessus pour aller choisir là où Lisa est écrit. Donc, on va dire, qu'est-ce qui s'affiche ici? La référence de la cellule qui contient le mot Lisa, c'est-à-dire la cellule K2. Avec les $2, ça veut dire que Excel a complètement figé cette partie-là pour dire que, attention, ça ne va pas bouger pour toutes les cellules qui sont dans la colonne vendeur. Donc, vérifiez à chaque fois que ça correspond à la valeur qui est dans le K2. Si ça correspond, applique la mise en forme et fait OK. Si déjà vous voyez que ça change, ma règle sera valeur de la cellule égale à ce qui se trouve dans la cellule K2. OK, bon. Fortuitement, c'est K que j'ai choisi à chaque fois. Je pourrais choisir n'importe quoi d'autre. Okay, ne vous dites pas que c'est seulement dans la cellule K qu'il faut écrire pour ça. Je pourrais écrire dans LM n'importe où, ça va fonctionner. OK? Donc, je vais vous montrer que ça fonctionne comme ça. Bon, je vais changer. Je vais venir dans la cellule M plutôt. OK? Après, je vais aller mettre Lisa dans M2 pour montrer que ça fonctionne tout le temps. OK, je vais faire OK. Très bien. OK. Voilà, désormais, comme il n'y a rien dans M2, Lisa aussi va disparaître. OK? Je vais copier mon Lisa là. Je vais couper et mettre dans M2. V. C'était pas M2 ou quoi? Non, mais ça doit fonctionner. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? OK. Je reviens, je vais corriger ça rapidement. Je reviens ici, je vais mettre une forme. C'était où? Gérer les règles. OK, c'est ici. Ah, ça n'a pas corrigé, ça n'a pas bien pris. Je vais venir ici. Ce que je veux, c'est M2. OK. C'est M2. Je veux que tu fiches ça. Je vais dire OK. Donc, maintenant mise à jour. Donc, cellule doit contenir, qu'on appelle, doit être égal à M2. OK, OK, tout est bon. Appliquer. Pourquoi c'est toujours pas bon? Là, ça m'embrouille un peu. On va voir pourquoi c'est pas bon. Une dernière fois, si c'est pas bon, on va trouver une autre solution. OK. Donc, mise en forme de la règle. OK. On va voir rapidement si j'ai la règle ou pas. OK. Je vais prendre toute la colonne et venir là, gérer les règles. OK. Ma règle est là. Ah, OK, OK. La règle a disparu puisque j'avais déjà annulé l'histoire là. Ouais, puisque j'avais déjà modifié et annulé, la règle a disparu apparemment. Je reviens là. La règle a disparu. Je l'ai pris la règle ici dans mes modifications. OK. Je vais faire CTRL Z pour voir si je peux revenir à la règle là. OK. OK, je suis revenu. Je vais faire CTRL Z. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'on appelle ici? CTRL Z une deuxième fois. OK. Donc, je vais reprendre. Je vais juste prendre ça. OK, je vais reprendre. Je vais sélectionner tout ça. Je vais utiliser la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ça doit marcher normalement a priori. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, ça s'applique à CC. Donc, la valeur de la cellule égale Lisa. C'est ce que je ne veux pas. Modifier la règle. OK. La valeur de la cellule égale. Et on veut prendre ce qui est ici. Normalement, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas très intéressant. OK. OK. Maintenant, je vais changer ce qui est ici. Je vais mettre ici, par exemple, Luc. Voilà. Maintenant, ça fonctionne. OK. Donc, quand je vais chercher, par exemple, ici, les Luc, vous allez voir que ça va marcher. Maintenant, Luc est où? Luc va être quelque part en bas. Bien, il n'y a pas de Luc. Je pense qu'il y a de Luc quelque part en bas. Là. On va faire un filtre simplement dessus. Comme on s'est déjà fait les filles, je vais venir filtrer ici sur Luc pour montrer que Luc sera bien mis en forme comme on l'a voulu. OK. Donc, voilà. Un peu changer, prendre peut-être Dominique. OK. Je viens en haut et je vais dire maintenant, si je ne veux plus Luc, c'est Dominique que je veux. Je vais venir ici, je vais juste écrire ici Dominique. OK. Désormais, les Dominiques sont tout de suite mises en forme. Donc, vous voyez que la mise en forme dynamique peut s'appliquer et c'est beaucoup plus interactif. Donc, supposons que j'ai cherché des données, je veux rapidement regarder pour chacun. Je fais juste la règle dynamique. Je viens ici écrire la donnée de chacun à chaque fois, puis je regarde. Donc, je vais mettre Françoise. OK. OK. Ça change, ça devient pour Françoise en couleur. OK. Donc, voilà, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire de la mise en forme dynamique à partir d'ici. Je peux faire la même chose aussi pour les chiffres que je vais faire ici pour les ventes qui sont entre 1 et 2, de mettre en forme automatiquement si c'est entre 1 et 2. Je peux aussi faire que
ce soit dynamique. C'est-à-dire qu'on peut ficher dynamiquement le minimum ou le maximum. Donc, pour le faire, c'est le même principe. On va aller dans modifier les règles. Je vais sélectionner tout ça. Je vais dans modifier les règles qui sont appliquées, gérer les règles. On a des règles qui est là, je vais la faire modifier. OK? Et je vais dire maintenant le minimum, 4, 1, mais le maximum, change-moi ça. On va prendre la valeur qui est ici. OK? Je vais dire OK. Mets-moi tout ça, complaint état OK. OK. Donc là, je vais mettre mon maximum ici. Je vais mettre peut-être 17 pour être sûr que le 16 qui est là va se mettre en forme OK. Vous voyez que le 16 aussi passe tout de suite. OK. Donc, je vais mettre ici mon max. C'est le même max qui sera à 4. OK. Vous voyez que les 17 vont disparaître. Oups, pardon. Vous voyez que les 17 vont disparaître. Quand je vais filtrer, par exemple, c'est prendre tout ce qui est 3 et 5. On va voir que 3 sera mis en forme, mais 5 ne sera pas pareil. 5 est plus grand que mon maximum. Voilà. Donc, ça marche très bien. OK. Je vais tout sélectionner pour enlever les filtres. OK. Donc, voilà un peu la mise en forme conditionnelle, par exemple, avec des conditions qui sont dynamiques. On a vu, par exemple, là, pour utiliser un non dynamique ou bien pour utiliser un maximum dynamique. Et il suffit d'explorer après tout ce qui est possible à faire et de savoir le faire. OK? Donc, on voit une toute dernière façon de faire de la mise en forme qui est un peu assez, je dirais, inhabituelle. Voilà. Donc, on va prendre, je vais le faire sur quelque chose de plus simple. OK? Je vais le faire sur mes âges qui sont ici. OK? Supposons que on a des individus, n'est-ce pas, qui ont 19 et 41 ans. Supposons qu'on veut dire à Excel, ceux qui ont moins de 30 ans, mets-moi ça à une certaine forme. Ceux qui ont Monsieur, 30... excusez-moi, hein. Oui, oui. On a dépassé l'heure complètement là. Nous, on a la famille à côté, doit récupérer les enfants, tout ça là. Donc, si on aménage les heures, c'est juste que c'est à partir de 20h jusqu'à 21h30. Oui, effectivement. Si au-delà des heures, il y a la famille qui, bon, je sais Ça pas fait, si ça vous fait comprenez, longtemps. voilà. On Je a comprends tout à fait. confié les enfants à quelqu'un, bon, il fallait les récupérer parce que c'est pour 1h30. OK, OK, tout Donc, à si fait. on dépasse l'heure, Mhm. c'est pour ça qu'on a aménagé les heures. Il faut que les gens respectent les heures là. À partir de 20h, on soit Mhm. là, 21h30, on On soit enregistre. là à l'heure et puis qu'on puisse finir à l'heure aussi. C'est ça. Effectivement, effectivement. Voilà. On est des chefs de famille hein, aussi. Je Voilà. comprends tout à fait, tout à fait. On va juste prendre une petite minute, 60 secondes pour monter juste ici, puis on va s'arrêter là. C'est-à-dire, la dernière mise en forme que je voulais montrer, c'est quand on a, par exemple, des différents groupes, on veut mettre en forme selon différents intervalles. Là, on a vu mettre en forme selon du texte, différentes valeurs, mettre en forme dans des intervalles. Maintenant, peut-être mettre en forme quand on veut faire comme catégorie, comme catégorie, créer des catégories et maintenant mettre en forme sur chaque catégorie. OK? Donc, supposons que ici, je vais mettre en forme pour ceux qui ont moins de 25 ans, après ceux qui ont 25 et 30 ans, et après ceux qui ont plus de 30 ans. Je vais venir ici juste, ça va être ici dans les jeux d'icônes, que je peux venir ici, par exemple, prendre ici ce qui m'inspire. Je peux prendre celui-ci. OK, vert, je vais mettre vert peut-être pour ceux qui ont entre 19 et 25 ans, ou bien, etc. Là, je vais personnaliser ça. Ouais. Je vais venir ici. Nouvelle règle. OK? Et venir prendre ici, mise en forme toutes les cellules d'après leur valeur. OK? Donc ici, je vais prendre ici, jeu d'icône. OK? Je vais garder le vert, jaune, rouge, mais je vais mettre les critères. Je vais dire appliquer vert si la valeur est supérieure à 67. On va commencer par le plus bas. Donc, le plus bas, je vais dire ici, c'est la couleur verte que je vais mettre au plus bas. Si c'est inférieur à la valeur ici, ça va être à 30 ans. Donc, ceux qui ont moins de 30 ans, on va les mettre en vert. OK? On va mettre en jaune. Si c'est entre 30 ans et 40 et 38 ans, disons 40 ans. OK? Puis, on va mettre ici en rouge lorsque c'est plus de 40 ans. OK? Ça, c'est pas un pourcentage, c'est des valeurs que je vais mettre dans le nombre. Nombre. OK. Donc là, si c'est 30 ans, je vais mettre ici. Donc, c'est supérieur à 30 ans et ici, 40 ans. OK. Donc voilà, j'ai mis des critères, par exemple. Donc, si la valeur de l'âge est inférieure à 30 ans, on va avoir une icône vert. Entre 30 et 40 ans, on aura une icône jaune. Entre 40 et plus, on aura une icône vert. Fait OK. On voit désormais là que tous ceux qui ont moins de 30 ans sont en vert, celui qui a plus de 40 ans est en rouge. Donc, c'est juste un extra que je voulais aborder dans la mise en forme conditionnelle pour montrer que ça peut s'appliquer là, par exemple, sur un tableau très petit,
Donc, si on fait par exemple une synthèse de nos ventes, on peut décider par exemple de faire une mise en forme conditionnelle juste pour attirer l'attention de nos interlocuteurs sur les valeurs qui sont meilleures, qui sont pires, et que c'est en fait une mise en forme conditionnelle sur des synthèses de données. J'ai un petit tableau comme ça, on applique une mise en forme juste pour montrer que, attention, c'est seulement celui-là qui dépasse 40 ans parce que c'est lui qui a le bouton rouge. Donc, voilà un peu pour la mise en forme conditionnelle. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a vraiment tiré un peu en longueur. Et voilà, on va s'arrêter là. Sauf s'il y a éventuellement des questions, est-ce qu'on va travailler sur... bien sûr, ça arrive, les tableaux de bord arrivent. Donc, il faut d'abord que nous sachions comment manipuler les données, comment faire de l'analyse et tout cela. Les tableaux de bord vont venir, les tableaux de bord vont venir, les tableaux croisés vont venir, tout ça va venir après dans la suite de la formation. OK. Donc, sauf s'il y a des questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et se donner un rendez-vous la semaine prochaine. Mais certainement, je vais envoyer un ou deux petits exercices pour la fin de semaine qui vont nous permettre d'appliquer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui et de se mettre à jour d'ici lundi afin que nous puissions continuer. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement, très rapidement avant qu'on ne puisse boucler. Donc, OK. Donc, Bon, juste, moi, j'ai une suggestion. Oui. La fois passée, moi, j'avais commencé le cours, mais je n'ai pas pu terminer, cause due à la pluie. Bon, et la vidéo, je ne sais pas quelle plateforme que vous envoyez, mais moi, je ne parviens pas à voir la vidéo. OK. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, comme il fait nuit actuellement, demain en journée, je vais essayer d'appeler tous ceux qui ont des soucis pour se connecter à la plateforme et vous aider à vous connecter pour retrouver tous les enregistrements. Donc, dès demain, je vais mettre ceci déjà aussi à jour. Et là, je vais appeler chacun par appel téléphonique et puis on va essayer de clarifier les enregistrements. OK? D'accord. Oui. Donc, très bien. Merci à vous d'être venus nombreux aujourd'hui. Et puis, on se donne rendez-vous, en tout cas, sur WhatsApp déjà. Et la semaine prochaine pour poursuivre l'aventure. Donc, passez une excellente soirée et un excellent week-end par anticipation. Allez, merci, au revoir. OK. OK, bonne nuit à tous. Merci bien.